Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va être, j'espère, très intéressant et qui va vous donner envie de passer à un autre système d'exploitation. Alors, j'en connais certains parmi vous qui sont déjà passés avec ce système-là et qui sont un peu, qui poussent justement à passer à ce système-là parce que c'est un système qui est quand même très simple, très sécurisé. C'est le système Linux. Alors, c'est le système d'exploitation Linux, pour le coup. Donc, aujourd'hui, on va faire la connaissance de Linux et de Tux. Ce Tux, c'est le petit pingouin. C'est la petite mascotte de Linux. Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que Linux exactement, un peu l'historique, comment c'est arrivé, hein, comment il a été créé, ce système d'exploitation. Les distributions et environnements, puisqu'on ne parle pas de version, mais de distribution et d'environnement, d'apparence donc, l'installation, et puis alors le minimum qu'il faut pour installer Linux, le tour du propriétaire, on fera le tour des différentes versions de Linux, et puis on passera à quelques conseils et les questions-réponses, comme d'habitude. Alors, on va commencer à lancer un peu le petit sondage. Alors, petit souci technique, le sondage a disparu. D'accord. Alors, on va pas faire le sondage. Si je le retrouve, je te le dis. Je sens que ça va être très drôle aujourd'hui. Ouais, moi je te fais gagner du temps, hein. Alors, vous pouvez le faire malgré ou nous répondre dans le chat si vous voulez. Mais c'est vrai que est-ce que vous avez déjà entendu parler de Linux? Avez-vous déjà pensé à utiliser un autre système d'exploitation? Parce que les deux qu'on connaît, les deux grands qui sont utilisés, ou en tout cas qu'on connaît actuellement, ça reste quand même Windows, avec toutes les versions de Windows, parce qu'on les a utilisés en bureautique, et macOS, puisque ça a été les deux grands concurrents à un certain moment. Donc, est-ce que vous connaissez d'autres distributions ou d'autres systèmes que vous utilisez? Et je suis sûr que vous en utilisez tous les jours, autres que ces deux-là. Et qu'est-ce que vous faites en général? Alors ça, c'était une question. Qu'est-ce que vous faites en général avec votre ordinateur? C'est-à-dire, quelles sont les activités que vous faites couramment avec votre ordinateur? Donc, pour moi, je travaille tous les jours, donc je fais beaucoup de choses. Pour vous, c'est peut-être simplement aller sur Internet, aller sur votre mail ou autre. Donc, c'était tout ça qui pouvait être intéressant. Et je te coupe, je viens de le retrouver, donc je le lance. Lançons-le. Alors, voilà, on vous laisse voter. Donc, je répète, avez-vous déjà entendu parler de Linux? Oui, non, qu'est-ce que c'est? C'est possible, je ne sais pas. Avez-vous pensé à utiliser autre chose que Windows et Mac? Donc oui, non, je n'y ai jamais pensé. J'ai peur de le faire parce que voilà, on a toujours une certaine appréhension quand on passe sur un système inconnu. Je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous faites avec votre ordinateur? Donc là, ça peut être plusieurs choix, vos mails, aller sur Internet, un peu de jeu, de comptabilité, de l'administratif, voilà, des choses assez courantes. Donc, on vous laisse voter gentiment. Il reste encore 2 personnes. On va attendre une petite minute. Bon, je pense que tu peux arrêter, sinon l'enregistrement, c'est 1 minute, enfin le vote. Donc, oui, alors vous êtes nombreux à ne pas avoir entendu parler. Ah si, tous ont entendu parler. Par contre, très peu ont pensé à utiliser autre chose que leur système actuel. Alors, est-ce que c'est par crainte? Est-ce que tout simplement, effectivement, vous n'y avez jamais pensé parce que c'est pas courant de passer à un autre système quand on est très bien avec un autre? Et peur de le faire, bah oui, parce qu'il y a toujours une appréhension à changer du fait qu'on ne maîtrise plus ou on a besoin de se réhabituer à un autre système. Donc ça, vous allez voir que, vu ce que je vais vous montrer après, je pense que ça va vous rassurer. La peur de le faire, c'est très rapide. Et sinon, faites-le avec un vieil ordinateur. Vous allez voir que ça peut tourner. Alors, qu'est-ce que vous faites avec votre ordinateur? Donc, pour la plupart, vos mails Internet, d'aller sur Internet, un peu de jeu. Bon, ça, on peut le faire aussi avec Linux, un peu moins, peut-être facilement, mais vous avez des possibilités de le faire. La comptabilité, l'administratif. Alors, tout ça, vous pouvez le faire avec Linux sans aucun souci. Et en plus, vous pouvez le faire, je dirais, gratuitement, puisque qu'est-ce que Linux? Eh bien, c'est un système tout simplement open source. C'est-à-dire que c'est un système d'exploitation développé par une communauté de développeurs.
Et le fait que ça soit développé par une communauté, ça veut dire que c'est pas une personne ou 10 personnes qui vont travailler à développer ce système-là et les programmes qui vont avec, c'est plusieurs centaines de personnes. Et donc, ces plusieurs centaines de personnes vont pouvoir, eux, amener à chaque fois une petite amélioration. Alors, comment ça se passe? Chacun va proposer une amélioration. Ça va être vérifié par un comité qui va décider de le mettre en place ou non. Donc, lors de cette vérification, ils vont vérifier la sécurité, ils vont vérifier s'il y a effectivement eu beaucoup de demandes par rapport à une nouvelle fonction, par exemple, ou autre, et puis ils vont le mettre en place. Alors, c'est ce qu'on appelle les branches, hein. C'est-à-dire qu'on va développer plusieurs branches, et puis on va en couper certaines. Ça va permettre de développer d'autres choses et de les mettre en place. Il faut savoir que Linux, c'est plus de 600 distributions. C'est-à-dire que Windows, on est à Windows 11, hein, il me semble. macOS, on doit être à la 14e version. iOS, on doit être à la 16e version. Linux, vous avez 600 versions différentes. Et 600 versions, c'est le minimum, hein. Je crois qu'on est à 653 exactement, mais à peu de choses près. Donc, on est à plus de 600 versions différentes. Linux, vous le trouvez partout. Voilà, c'est voir que c'est complètement personnalisable. C'est aussi complètement adaptable à tous les besoins. Et Linux, même si vous ne le savez pas, je suis sûr que vous l'utilisez tous les jours. Comment est apparu Linux? Alors, Linux a été créé en 91, donc c'est assez récent, mais au final, par rapport à d'autres systèmes, c'est pas si vieux. Linux a été créé suite à l'époque, il y avait les deux grands systèmes, hein, le système Unix, et puis ensuite, il y a eu deux gros systèmes qui ont été développés, Mac et macOS, et puis Windows NT, hein, qui utilise le MS-DOS, donc c'est une branche différente, il me semble. Et c'est des systèmes d'exploitation maîtres, c'est-à-dire que ça appartient à des sociétés qui vont les vendre. Et il y a eu, alors je crois que c'est Chapman, qui a décidé, qui s'est battu justement pour avoir une communauté et des logiciels libres, des systèmes d'exploitation libres. Donc, ils sont partis du système Unix au départ, le système Unix qui est la base, hein, de macOS, qui est la base de tout ce qui est Linux, qui est la base de beaucoup de choses en informatique, en fin de compte. Ils sont partis de cette base-là et ils ont dit, voilà, il faut proposer un système que tout le monde puisse avoir gratuitement. Pourquoi? Parce que l'informatique, ça doit être ouvert à tous et ça doit pouvoir être développé par tous et ça doit être accessible à tous. Donc, en 91, il y a un jeune étudiant qui s'appelle Linus Torvald, qui est finlandais, qui, en revenant de l'armée, hein, a repris ses études et pour se faire plaisir, il a créé sur son ordinateur le premier système d'exploitation à base d'Unix et qu'il a appelé Linux. En fait, c'est un jeu de mots entre Linux et Unix. Donc, c'est un jeu de mots qu'il a fait et donc Linux est arrivé en 91 par ce jeune enfin, je remercie beaucoup, hein, ce jeune étudiant finlandais qui est actuellement qui a développé comme ça, qui a pu permettre de développer tout le système d'informatique actuel. Pourquoi? Parce que alors en 93, hein, il y a d'autres distributions qui sont arrivées suite à ça, qui ont été développées de la base, hein, du noyau Linux. C'est un noyau et ensuite toutes les distributions vont être développées à partir de ce noyau dur. Donc, on va avoir Debian, Red Hat, on va en avoir beaucoup. Si je vous les montre, alors je vais vous les montrer en photo, hein, pour le coup. Voilà. Hop. Ça, c'est, alors, je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est très petit, mais c'est toutes les distributions qui sont parties de Linux. Donc, si j'agrandis un peu, vous allez voir que chaque branche, c'est une distribution de Linux. C'est-à-dire que c'est une alternative, vous voyez. Là, on a Debian qui a été, alors l'origine, on a bien l'origine du départ, hein, qui est Linux, donc la première distribution qui a été créée en 91-92, hein, par Linus Torvald, et ensuite, ça a été dérivé sur des versions majeures, et puis sur ces versions majeures, après, on a eu des branches, hein, de développement. Donc, on va retrouver Ubuntu, on va retrouver Linux Mint, on va retrouver Pop! OS, on va retrouver en fait toutes les distributions, voilà, au fur et à mesure dans le temps, hein. C'est une timeline, hein, donc ça, vous l'aurez à disposition, hein. Mais c'est très intéressant de voir qu'au final, quand on s'éloigne un peu, c'est assez énorme et que Linux, on le trouve partout. Alors, pourquoi je vous dis qu'on le trouve partout? C'est parce qu'on va le trouver
dans tout ce que vous avez autour de vous. On va le retrouver dans l'Android, puisque c'est une base Linux. On va le retrouver dans vos box Internet. On va le retrouver dans les téléviseurs. On va le trouver dans les serveurs. On va le trouver dans tout ce qui est de la base des gros serveurs qui vous permettent d'avoir Internet. Tout ça, c'est une base Linux. Même Chrome OS, c'est une base dérivée de Linux. Donc, il faut savoir que voilà, c'est un ensemble de données. Vous l'utilisez tous les jours sans le savoir. Et pourtant, au niveau de la part de marché pour uniquement les ordinateurs, en France, on n'a que 3% à peu près, je crois, 3,15% exactement des systèmes d'exploitation qui sont mis avec Linux. Alors, je sais que certains, là, ont installé beaucoup de systèmes d'exploitation Linux, donc on va avoir un pourcentage qui va augmenter, heureusement. Mais c'est un système donc, qui est ouvert à tous, qui est facilement mis en place sur des vieux ordinateurs, et vous allez voir que ce que je dis, c'est vrai, et qui augmente peu à peu. Alors, il a pris un point. Alors, un point, c'est pas grand-chose, ça paraît pas grand-chose de passer à 2%, à 3%. J'ai été quand même voir un peu, parce qu'un pourcentage, ça ne veut pas exprimer grand-chose. Il y a 300 millions d'ordinateurs qui sont vendus chaque année. D'accord ? Il y a à peu près, en 2021, il y a eu plus de 5,7 milliards, je crois, 5,3 milliards ou 5,7 milliards de connexions à Internet. Donc, connexion Internet, c'est par téléphone, ça veut dire que sur l'ensemble des données, même 2%, même si ça paraît pas énorme, effectivement, par rapport à Windows, qui est assez énorme, là, pour le coup, voilà. Microsoft 10, Windows 10, les parts de marché en 2021, vous voyez, en septembre 2021, c'était 60% de Windows 10, 12% de macOS, 11% de Windows 7 encore. Et ça, je vous conseille de vraiment arrêter Windows 7. C'est une hérésie d'avoir encore Windows 7 sur un ordinateur. 2,5% sur Windows 8 et 2,4% de Linux. Donc, vous voyez que c'est pas grand-chose. Et puis là, on a du Mojave, donc ça doit être une vieille version de macOS encore qui doit arriver, ou une nouvelle qui n'est pas encore étudiée. Donc, ça veut dire tout simplement que, oui, les versions de Linux, c'est pas énorme, c'est la petite barre rouge que vous voyez, mais vous voyez qu'en un an, en 10 ans, quand même, malgré tout, en France, les systèmes, la barre bleue qui est là, qui est le système Windows, a baissé quand même de à peu près 10%, facile, que Mac a légèrement augmenté de 9% et que le reste a été pris par par Chrome OS et puis par Linux. Donc, c'est un système qui a été développé effectivement après Windows, mais qui est en augmentation légère, mais constante au niveau de l'utilisation. Donc, oui, on peut l'installer soi-même sur un vieil ordinateur. Vous allez voir que c'est très simple. C'est très, très simple. Donc, ça part de marché. Voilà. Alors, comme il y a beaucoup de distributions, en plus de 600, on ne va pas toutes les voir. On n'aurait pas assez d'1h30 ou 2 heures. Ce que je me suis concentré sur, alors les versions principales, ce qu'on peut trouver et qui sont des versions assez agréables, qu'on peut mettre sur des ordinateurs de moins de 10 ans et ensuite les plus légères qu'on peut mettre facilement sur des ordinateurs de plus de 10 ans. Donc, les principales, vous allez avoir Debian, Ubuntu, qui est une des plus connues. Je dirais que les plus... alors, après, tout le monde peut faire débat, mais je dirais que les plus connus restent quand même Ubuntu, Debian et Linux Mint, qui est une distribution qui monte vraiment bien parce qu'elle est très facile à prendre en main et elle ressemble beaucoup à Windows. Pour ceux qui sont habitués à Windows, ça peut être vraiment une bonne alternative. Fedora, qui est aussi très bonne, et Pop! OS, qui est une distribution qui est très simple et qui a tendance à monter actuellement parce que elle est, alors c'est une distribution, oui, enfin, vous allez voir, puisque moi je les ai toutes installées sur mon ordinateur, donc oui, c'est facile. Vous pouvez me la tester sans avoir besoin de l'installer à proprement parler. Moi, j'utilise ce qu'on appelle une machine virtuelle. Donc, c'est un programme gratuit qui s'appelle Oracle VM VirtualBox et qui peut me permettre de mettre toutes les distributions que je veux. Vous voyez, là, c'est exactement ça. Donc, je vais avoir Debian, Fedora, OpenSUSE. Tout ça, je vais vous les faire voir aujourd'hui.
Donc, tout ça, c'est des distributions Linux. Après, j'ai même macOS, Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Tout ça, ça me permet de faire les démonstrations, hein, et vous pouvez tester comme ça tous les systèmes d'exploitation sur votre ordinateur sans avoir besoin de les installer à proprement parler. Ça vous permet aussi de les découvrir avant de pouvoir les installer. Alors, les plus légères sur des systèmes anciens, sur les plus 10 ans ou des systèmes 32 bits, privilégiez les plus légères qui sont à droite, hein, donc l'Ubuntu, LXLE, Linux Mint, Lite, tout ça. Je vous ai mis tous les liens et je peux même vous les faire voir directement puisque je les ai mis ici. Donc, configuration, hop, voilà, les distributions. Donc Linux Mint, hein, qui est un système voilà, qui se présente très, très facilement. Vous aurez tous les liens de toute façon sur le support. C'est vraiment très proche de Windows. Hein. Il n'y a aucun problème. Ubuntu, qui a une très grosse communauté française, donc ça aussi c'est intéressant, c'est que vous avez une grosse communauté de développeurs, donc vous pouvez avoir beaucoup d'aide et vous n'êtes pas obligé de passer par un service spécifique. Windows, bah, vous avez un service Windows, ils peuvent répondre ou pas, mais en général, c'est une communauté qui répond hein, à la place de tous ces groupes-là, ou Apple. Vous avez Fedora, qui est aussi assez intéressant, puisque vous avez Workstation. Hein, alors, vous avez Debian, qui est une grosse communauté française aussi, hein, donc il n'y a pas de souci. OpenSUSE, là, on passe dans les systèmes un peu plus légers, qui sont des projets. Alors là, pour le coup, vous allez voir que certains projets un peu plus légers, un peu plus light, comme on dit, n'ont pas forcément les bonnes... au niveau des traductions, c'est pas forcément les mieux traduites. Donc, vérifiez bien si vous voulez installer. De toute façon, toutes ces distributions-là, vous allez voir qu'à l'installation, vous pouvez les tester avant de les installer sur votre support. Donc, ça vous permet de savoir déjà si ça vous convient ou pas. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une machine virtuelle, vous pourrez les tester complètement avant de les installer complètement. Voilà, vous avez Linux Mint, MX Linux. Voilà, c'est vraiment, vous avez toutes les aides possibles. Alors souvent c'est en anglais. Pourquoi? Parce que c'est développé. Le code se fait en anglais. Donc les communautés sont principalement mondiales. Donc le langage, ça va être l'anglais. Mais vous avez quand même des traductions françaises assez simples. Ah, voilà. Au niveau de la configuration minimale, là, je parle de la première version, vraiment le minimum qu'il faut pour faire fonctionner un système Linux. C'est en processeur, c'est un Intel Pentium 4. Alors, l'Intel Pentium 4, il faut savoir que c'est un processeur qui est apparu en 2000, donc il y a 23 ans. Donc, je pense que si vous avez un ordinateur qui a 15 ans ou 10 ans, vous pouvez quand même mettre du Linux et vous verrez que c'est beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus léger aussi et que vous allez retrouver une nouvelle jeunesse à votre ordinateur. La mémoire vive, c'est 512 mégaoctets, donc c'est vraiment très, très léger. Je vous conseille 1 giga pour si vous voulez regarder un peu de vidéo, faire un peu de vidéo, c'est minimum 1 giga. Mais ça, vous les trouvez très facilement. Sur un vieil ordinateur, vous aurez, je pense, ça très rapidement. 25 gigas de disque dur. Alors, 25 gigas, le système d'exploitation, une fois qu'il est posé dessus, enfin, qu'il est implanté, vous en avez pour aller 12 gigas, peut-être 16 gigas grand maximum. Ça vous laisse simplement un peu de place pour pouvoir mettre quelques fichiers, quelques dossiers, mais tous les disques durs qu'on trouve actuellement, vous avez du 64 gigas, 32 gigas. Voilà, vous aurez largement de quoi utiliser votre système. Un média amovible, alors soit un lecteur USB, soit un DVD-ROM, tout simplement pour l'installation, parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas installer Linux. Et puis un accès au débit, tout simplement pour les mises à jour ou pour pouvoir installer Linux sur certaines conditions. D'accord ? Je vous ai mis aussi, vous avez au niveau de la configuration minimale, je vous ai mis 2 sites qui référencent un peu les configurations minimales ou ce qui est conseillé en tout cas suivant les particularités. Donc vous voyez que Windows 10 par exemple, c'est 1 giga de mémoire vive minimum. Alors là, si vous mettez 1 giga de mémoire vive minimum, vous allez ramer, mais alors d'une force. Effectivement, vous pourrez l'installer, mais je suis pas sûr que vous pourrez l'utiliser correctement. Voilà, donc vous avez comme ça toutes les distributions, des distributions de Linux. Alors faites attention parce que c'est pas un site que vous pourrez atteindre en HTTPS, c'est pas un site sécurisé, mais c'est juste un site
bon, vous n'avez pas de données à mettre, hein, ils ne vous demandent pas des codes, tout ça, vous pourrez au moins lire les informations. Donc faites attention, il y a certains navigateurs qui le refusent, mais vous avez un ensemble de distributions qui sont mises ici et qui vous permettent d'avoir le minimum et surtout la fin du support. Donc ça, c'est intéressant aussi, cette colonne-là, la fin du support. Pourquoi? Parce que si vous voyez que voilà, Windows Vista, vous voyez que c'est la fin du support, c'était en 2017. Donc, si vous avez encore des ordinateurs de ce type-là, vérifiez bien parce que de toute façon, toutes les mises à jour de sécurité ne se feront plus. Donc, évitez de les utiliser, en tout cas, branchez Internet. Et puis, sur aussi le wiki ubuntu.fr, hein, qui est une documentation francophone de tout ce qui est Ubuntu. Donc, savoir que la principale branche hein, maintenant qu'on trouve dans tout ce qui est ordinateur portable, c'est une base Ubuntu. C'est parti de Debian, Ubuntu, et Ubuntu après s'est développé dans différentes distributions. Et là, vous avez les différentes, les différentes configurations. Donc, vous voyez, moi, j'ai pris la plus légère, hein, qui est celle-là, il me semble. Voilà, Pentium 4, au moins 384 même de mégas de RAM. Donc, on descend même en configuration. Et puis, un disque dur de 4,3 gigas d'espace disque disponible. Donc, vous voyez qu'on peut redescendre quand même encore un peu plus. Moi, je vous conseille quand même la distribution. Enfin, le minimum que je vous conseille, c'est quand même ça pour pouvoir faire tourner correctement Linux. Les environnements. Donc, les distributions, on a vu, hein, il y a plusieurs distributions. On va faire le tour après. Je voulais vous faire le tour avec les environnements. Un environnement, c'est simplement l'apparence, la façon d'utiliser ou l'écran, hein, le bureau, ce qu'on appelle le bureau. Comment va se présenter votre bureau. Sur Windows, hein, la barre de tâches est en bas, l'icône, pas sur Windows 11, mais l'icône était en bas à gauche. Vous aviez les, ici, hein, on le voit, vous avez l'icône ici, vous avez la barre de recherche, vous avez toutes les applications qui sont utilisées et puis l'heure qui va se retrouver à droite. Sur macOS, tout va être en haut, hein. On va avoir la petite pomme en haut à gauche, vous allez avoir tout ce qui est fichier, paramètres, etc., tout en haut. Et en haut à droite, vous avez l'heure et les possibilités de vous connecter ou pas. Chez Linux, vous avez tout. Donc, si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est que vous êtes vraiment difficile. Parce que je ne vois pas comment vous ne pourrez pas trouver votre bonheur. Donc, vous pouvez le personnaliser aussi complètement. C'est-à-dire que les dossiers, l'apparence des dossiers, la couleur, le fond, les typos, tout est paramétrable suivant les versions, bien sûr. Tout est paramétrable. À vous d'adapter votre outil. Je souligne, hein, l'ordinateur, le téléphone, ça reste toujours des outils. À vous d'adapter l'outil à vos besoins. Donc, on va faire le tour un peu des environnements. Vous avez le premier environnement plus connu, hein, on a du mal à l'utiliser pourtant, et pourtant c'est, je pense, l'environnement le plus simple d'utilisation. Il ressemble beaucoup à un environnement téléphonique, c'est l'environnement GNOME. Alors GNOME pour GNU, Network Object Model Environment. C'est Ubuntu, Fedora et Debian, hein, principalement, c'est ces trois distributions qui l'ont. C'est un environnement à interface très simple, c'est vraiment le plus proche du smartphone. Et là, je vais le mettre en route. Alors, je vais le mettre en route par Debian. Voilà, on va commencer par le premier, hein, on va faire le tour de toute façon du propriétaire, comme on dit. C'est un environnement qui nécessite quand même une certaine... un ordinateur quand même relativement récent. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il est enfin, il va prendre beaucoup de ressources. C'est que pour avoir une certaine fluidité, il vous faut quand même un peu de mémoire, un peu de choses comme ça. Mais vous allez voir, moi je le fais tourner. Alors pour le coup, s'il veut bien me lâcher là, voilà. Ici, vous voyez, à chaque fois, j'ai fait dans le système, ça permet quand même le VirtualBox, hein, VM VirtualBox, qui est Oracle, ça vous le trouvez gratuitement, hein, c'est un open source aussi. On peut décider de ce qu'on veut apporter ou de ce qu'on veut, en tout cas, la configuration matérielle que l'on souhaite pour faire tourner les systèmes. Là, j'ai 2 gigas de mémoire vive, j'ai une mémoire vidéo de 64 mégas,
et j'ai un disque dur de 15 gigas. Donc, vous voyez que je le fais tourner quand même avec le minimum requis. Et vous allez voir que je fais tourner ma machine. C'est-à-dire que je suis en train de faire tourner mon ordinateur en Windows 10. On a la visioconférence, donc ça me prend beaucoup de ressources et je vais faire tourner en plus un système d'exploitation par une machine virtuelle. Et vous allez voir que la fluidité quand même est là, malgré tout. Voilà. Donc, toujours un mot de passe. Alors, le mot de passe, retenez-le parce qu'il vous sera demandé pour beaucoup de choses au niveau de Linux. Ça vous permettra de ne pas l'oublier, remarquez, hein, parce qu'il vous sera demandé pour pratiquement toutes les actions de sécurité qui vont être faites. C'est pour ça que c'est un système qui est très sécurisé, parce qu'à chaque fois que vous allez demander une action, c'est-à-dire une mise à jour, d'installer un programme, de désinstaller un programme ou quoi que ce soit, il va vous demander de rentrer votre mot de passe principal. Voilà l'interface GNOME. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement proche, malgré tout, de Mac. Et c'est très simple d'utilisation. Vous voulez une utilisation où aller sur une activité, bah, vous avez juste besoin d'appuyer sur activité. Et là, vous avez toutes vos activités, hein. Vous avez aller sur Internet, vous avez l'évolution, c'est tout simplement la boîte mail, hein. Vous pouvez, comme vous avez Outlook sur Windows ou Thunderbird, vous pouvez installer Thunderbird ou un autre système, hein. Vous avez la possibilité d'écouter de la musique. Vous avez tout ce qui est LibreOffice qui est déjà installé de base, hein, sur cette distribution. Donc, toute la suite LibreOffice. Vous avez vos fichiers. Vous avez la petite boutique de logiciels qui vous permet de télécharger des logiciels comme sur un téléphone. Vous avez l'aide aussi qui est possible. Et puis, d'afficher toutes les applications. Donc, si je clique sur les applications, ben, je vais avoir un ensemble d'applications. Donc, mon agenda, des cartes, mes contacts. Vous allez avoir le contrôle parental. Tout ça, c'est installé de base, hein. Et vous voyez que Windows 11 n'a rien inventé, hein. On est très proche, ou Mac, on est très proche de ces systèmes-là. Et vous avez déjà tout, c'est-à-dire quand vous installez ces systèmes-là, toutes ces applications sont directement implantées. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'aller chercher ailleurs. Donc, pour un vieux ordinateur, c'est très simple. Et en plus, sur ces systèmes GNOME, hein, vous avez la plupart du temps l'accessibilité qui est directement mise en haut, hein. Donc, ça vous permet d'avoir ne serait-ce qu'un contraste élevé. Voilà, si j'enclenche le contraste élevé, vous voyez, l'apparence a tout de suite changé. Ça peut permettre d'adapter très rapidement l'outil quand même à son utilisation. Voilà. Le son, hein, et puis je peux éteindre mon système. Donc, vous voyez que sur un système comme le mien, où je fais tourner quand même beaucoup de choses, si je vous montre tout ce qui tourne plus Windows, etc., ça reste quand même fluide. Si j'ai besoin d'applications, bah voilà, LibreOffice, hein, je vais cliquer sur LibreOffice. Donc là, il va demander effectivement un petit moment parce que je lui ai mis la configuration minimum, mais voilà, j'ai mon activité qui s'ouvre quand même relativement facilement. J'ai besoin de mes fichiers, je vais télécharger mes fichiers. Voilà, je vais aller chercher mes fichiers. Ça se présente exactement. Donc, pour tous ceux qui ont une crainte, hein, de ne pas savoir utiliser Linux par rapport à un système Windows ou par rapport à un système Mac, je dirais qu'on a beaucoup plus à la rigueur de difficultés à aller sur un système entre Mac et Windows. Pourquoi? Parce que les claviers, souvent, ne sont pas les mêmes. Le clavier Windows est un peu différent et le clavier du clavier Mac. Là, pour le coup, Linux, vous pouvez adapter le clavier que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous le mettez sur Mac, vous allez avoir dans l'installation la possibilité de le configurer pour un clavier Mac. Si vous avez un clavier qui est QWERTY, par exemple, parce que vous avez acheté un clavier italien, anglais, peu importe, et que vous avez voyagé, vous pouvez le configurer sur un clavier QWERTY. Vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez. Donc, c'est très, très simple. Donc, ça, c'est le système GNOME, hein. Donc, je vais l'arrêter. Je vais vous le faire voir avec un autre système aussi. Voilà, pour l'extinction, hein, c'est aussi rapide. Il n'y a pas de choses. Alors, effectivement, ce qui peut dérouter, c'est un peu les lignes, hein, qui se mettent, les lignes de code ou les lignes de vérification. Sachez que Windows le fait, hein, quand il marque le petit icône Windows ou Acer, c'est parce qu'il fait ces vérifications-là, ou Asus, peu importe la marque de votre ordinateur. C'est aussi ce qui est fait quand vous démarrez aussi Mac, hein, pas plus, pas moins. Je vais passer à Ubuntu. Voilà.
on va le faire un peu de toute façon, toutes les versions, hein. Comme ça, vous verrez un peu toutes les versions, vous verrez ce qui vous plaît le plus. Là, je parle aussi du GNOME, vous allez voir que c'est très proche. Moi, j'ai une petite préférence pour Ubuntu, mais après, ça, c'est des goûts particuliers, hein. C'est tout simplement que ma première expérience sur Linux, ça a été Ubuntu. Mais voilà, Ubuntu, Linux Mint, moi, j'aime bien ces deux-là. J'ai essayé Pop dernièrement. Alors là, il met un peu de temps pour se démarrer, bizarrement. Voilà, Powering Up. Il est peut-être pas complètement fermé. Voilà, ou je l'ai ouvert 2 fois. Allons voir. Je vais réessayer. Hein. À mon avis, je l'ai ouvert. Ah oui, c'est mal fermé. Hop. Ah, ok. Il m'a dit de permuter parce que j'ai oublié de permuter. Voilà. C'est tout simple. Commencez pas. Hop. Alors, je pense que mon partage s'est défait. Je reviens sur le partage d'écran. Voilà. OK. Donc, Ubuntu, qui est un système un peu différent. Je ne sais pas si vous le voyez encore, non? Si? OK. Donc, Ubuntu, là, il est en train de démarrer. Hein. Alors, il demande peut-être un peu de temps parce que je pense que je l'ai mal fermé. Non, c'est bon. Il va donc c'est le petit icône. Enfin voilà, c'est vraiment la présentation que j'ai pris que vous pourrez retrouver dans la présentation. Ensuite, on va voir le KDE, le K Desktop Environnement. Alors celui-là, on l'a sur des versions plus légères, hein, OpenSUSE et Kubuntu. C'est très proche de Windows dans la démarche. Vous avez vos applications de bureau hein, et vous avez la possibilité d'installer des widgets. Alors, ce qu'on appelle des widgets, c'est toutes les petits, ce que vous avez aussi sur votre ordinateur, hein, pas sur votre ordinateur, sur votre téléphone, qui vous permet d'avoir des fonctions un peu supplémentaires. Alors, je mets mon mot de passe. Voilà. Voilà, pour le coup, ça peut paraître un peu, l'image peut vous paraître un peu plus grosse. C'est parce que j'ai pas adapté les apparences, les mêmes apparences suivant les systèmes. Voilà. Donc voilà, on a exactement la même chose. Hein. Mes activités, l'heure, les notifications, vous voyez que c'est très proche. Hein. On a tout en haut. Sur le côté, on retrouve la même chose. Sauf que là, pour le coup, on a des applications un peu différentes. Et la barre reste sur le côté. Mais cette barre-là, vous pouvez la mettre à tout moment où vous voulez. Vous pouvez la mettre du côté droit, vous pouvez le mettre en bas. Tout peut être vraiment modifié. Il suffit d'aller dans les préférences hein, ou des paramètres d'affichage et vous allez voir que tout peut être vraiment modifié assez facilement. Hein. L'apparence, l'arrière-plan, la barre de tâches, l'écran, le clavier. Voilà, vous avez vraiment toutes les possibilités d'adapter à quel que soit l'ordinateur. Voilà, vous avez même un mode nuit qui permet de passer, que vous pouvez programmer. Et là, on retrouve la même chose. Hein. Si j'affiche les applications, je vais retrouver un ensemble d'applications. Vous avez aussi plusieurs bureaux. Hein. Si vous pouvez passer d'un bureau à un autre assez facilement si vous le souhaitez. Ça vous permet de travailler sur 2 activités différentes et de passer d'un bureau à un autre comme ça assez facilement. Vous avez vraiment toutes les applications classiques hein, qu'on peut avoir. Vous avez même des statistiques d'alimentation. Et puis, si vous voulez aller sur paramètres, bah, vous avez vos paramètres, hein, comme sur un téléphone. Je pense que c'est celui qui se rapproche le plus d'un environnement téléphone pour ceux qui ont un peu plus pris la partie Android ou téléphone. C'est ce qui va être le moins contraignant. Voilà. Et là, vous avez tous les réglages possibles, hein, les applications. Voilà. C'est pas. Il y a vraiment, c'est vraiment un environnement qui est relativement agréable une fois qu'on l'a pris en main. Le KDE. Donc là, on va passer au prochain. Alors tout ça, ces environnements-là, c'est suivant votre goût et suivant les capacités matérielles. Un environnement GNOME va prendre un peu plus de ressources. Le KDE va être un peu plus léger. Le XFCE va être encore un peu plus léger. Et pourtant, c'est des environnements qui sont très proches, là, pour le coup, de Windows. Voilà. Donc là, OK, je prends le premier. Je prends le premier. Voilà. Ça me demande à chaque fois ça, hein, parce que vous allez voir que c'est assez facile. Vous voyez qu'il démarre quand même relativement rapidement, malgré tout, hein, parce que
Si je vous fais voir mes ressources actuellement, je pense que je ne dois pas être loin de 100%. Voilà. Au niveau de mon gestionnaire de tâches, je pense que je ne dois pas être loin quand même de la capacité maximum de ce que je peux faire, hein. Voilà. Au niveau, je suis à 100% de bon processeur et à 58% de ma mémoire utilisée. Et je fais tourner beaucoup de choses, hein. Il y a, voilà, j'ai mon virtual, j'ai mon Zoom, j'ai mon Google qui me prend beaucoup de place, hein, d'ailleurs, pour le coup. Je pense que c'est celui qui me prend le plus de place. Vous voyez que et la VirtualBox passe aussi à me prendre beaucoup de place. Hop, bon, je vais le fermer pour éviter de faire craquer quand même le système. Si on peut. Voilà. OK. Donc, on va commencer. Alors, à chaque fois que vous démarrez, au départ, Linux en général, il vous propose une petite aide, hein, de vous faire ce qu'on appelle le tour de la visite virtuelle, hein, de votre environnement. Ça, je l'ai laissé ici, hein, pour que ça soit plus facile. Voilà, ça, c'est même le XFCE, ils ont même changé. Donc, et vous voyez que c'est très proche, pour le coup, de Windows. Vous avez l'heure en bas, les notifications, hein, au même endroit. Vous avez le son, vous avez l'état de votre batterie, si c'est un portable. Vous avez vos dossiers, la corbeille, le système. Là, je ne l'ai pas installé, hein, donc c'est pour ça. Et le menu. Et dans le menu, on va retrouver classé. Pour le coup, c'est un peu différent. C'est pas classé par application. Enfin, vous pouvez l'avoir toutes les applications si vous le souhaitez, hein, mais c'est classé par utilisation. Donc déjà, c'est préclassé, donc ça se permet quand même de simplifier encore plus la démarche. Pourquoi? Parce que si je veux aller sur Internet, je vais sur Internet. Si je veux aller lire un fichier média, je vais sur multimédia. Si je veux faire du graphisme, de l'éducation ou de la bureautique, il suffit d'aller dans l'onglet correspondant. Donc ça, c'est déjà classé. Ce que vous n'avez pas, hein, il me semble, tu m'arrêteras, Valérie, si j'ai tort, mais il ne me semble pas l'avoir sur Mac et il ne me semble pas l'avoir sur Windows. Voilà. Donc, ça simplifie quand même beaucoup l'utilisation pour une utilisation minimum, hein, ou quand vous n'êtes pas très à l'aise avec l'ordinateur, vous avez la même chose, hein. Si je branche une clé USB, elle va apparaître dans mon espace ici, hein. C'est vraiment un espace de stockage, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Voilà. Si je veux l'agrandir, je fais le plus. Si je veux le réduire, je fais le moins. Voilà, il n'y a vraiment. Et je retrouve de toute façon mes fichiers en bas qui vont être affichés. À chaque fois que je vais faire une action, voilà, là, je vais aller, par exemple, je vais ouvrir un multimédia, peu importe, hein, lecteur multimédia ou contrôle du volume, peu importe, ça ne change rien. Il va s'afficher en bas, hein, comme sur Windows. Donc, pour ceux qui sont un peu réticents à changer complètement d'environnement, sachez que vous avez exactement la même chose, hein. L'extinction se fait ici. Voilà, on va vous demander, si vous voulez éteindre, redémarrer, vous déconnecter, mettre en veille ou changer d'utilisateur. Vous pouvez avoir aussi plusieurs utilisateurs, hein, chacun sa session, chacun son espace, sur un système Linux sans aucun problème. Voilà. Des versions plus light, vous en avez, hein, avec le XFCE. Alors, le XFCE, c'est vrai que moi, j'aime bien, c'est Linux Mint, hein, pour le coup, mais je le préfère en version Cinnamon. Donc, je vous le montrerai plutôt en version Cinnamon. Le XFCE, on l'a vu, hein, précédemment. Je vais vous présenter un autre système comme ça, qui est le XLLE, je crois, et qui reprend justement ce système-là, donc Xform Common Environment. Donc, c'est un environnement assez simple, hein, convivial, très proche, effectivement, de ce qu'on a aussi de Cinnamon ou de Windows. L'avantage, c'est qu'il est très léger, donc il ne prend pas beaucoup de place, il ne prend pas beaucoup de ressources. Sur un ordinateur assez ancien, vous pouvez le mettre sans aucun problème. Voilà, si vous avez un ordinateur entre 5 et 10 ans et pas beaucoup de mémoire, par exemple, pas beaucoup de RAM, vous pouvez le mettre sans aucun problème. Alors là, je vous montre le XLLE. C'est un système d'exploitation, alors pour le coup, assez léger, hein. J'ai dû me tromper, à force de le taper. Voilà, alors, après, vraiment, voilà, là pour le coup, vous devez le voir en beaucoup plus petit parce que je ne l'ai pas adapté à l'écran. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse avoir. C'est un système qui, alors, plaît ou plaît pas, hein, là, c'est vraiment sur les très, très vieux ordinateurs que vous pouvez le mettre.
comme il y a des systèmes, enfin, il y a des environnements qui sont quand même plus agréables que celui-là. Mais voilà, XLLE, il a le mérite d'être très léger. Par contre, les traductions, je crois qu'elles ne sont pas toutes faites. Donc, à voir. Voilà, là, c'est pour aller, vous avez vos environnements ici, enfin, tout ce qui est application que vous pouvez mettre un peu comme sur Windows, où vous mettez des applications en bas. Par contre, voilà, c'est des navigateurs un peu spécifiques. Vous n'avez pas la possibilité de le faire beaucoup évoluer, hein. C'est des systèmes qui sont assez figés pour le coup. Voilà. Ça, c'est vraiment sur des vieilles machines, hein, quand vous ne savez pas trop ce que vous pouvez mettre ou que vous hésitez. Voilà. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est un système qui a le mérite d'être très léger. Le Linux Lite, je trouve qu'il est peut-être plus proche de... Je vais vous faire voir les quatre, hein, que je vous conseille sur les 5. Vous en avez 5 que je vous conseille sur des versions très très légères. Donc, le Linux Lite, là pour le coup, on a vu le XLLE. Donc, c'est un système qui est un peu léger, au niveau un peu figé, qui n'est pas vraiment le plus sympathique à prendre en main. Celui-là, je trouve qu'il est assez sympathique, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes, hein, qui préfèrent, par exemple, Google Chrome à Mozilla. Même si c'est pas Mozilla, je considère que c'est quand même le plus sécurisé et celui qui donne le moins d'informations sur Internet. Si vous voulez vraiment protéger votre navigation Internet, je vous conseille plus Mozilla qu'autre chose. Mais celui-là, il a le mérite d'avoir Chrome installé de base. Et vous voyez que c'est très proche aussi, pour le coup, de Windows. Le seul problème, c'est la ça va être les langues qui sont un peu spécifiques. Ouais, vous avez About Me, vous avez quelques configurations comme ça qui sont pas forcément My Computer, qui sont pas forcément données, les traductions qui sont un peu bizarres, mais il a quand même tout un ensemble de choses, hein. Le multimédia, vous avez déjà VLC qui est mis en route, vous avez de la bureautique, vous avez toujours la suite, hein, LibreOffice. Voilà, on va retrouver l'ensemble des systèmes et il est léger, il est agréable à voir, je trouve, hein, même dans la possibilité d'avoir les dossiers. Je trouve que voilà, il est assez sympathique dans l'apparence et il est facile à prendre en main. Voilà. Ça, c'est Linux, je vais vous dire ça, voilà, dans l'arrêt. Voilà. Les icônes sont simples, hein, c'est ce qu'on appelle le flat design. C'est un design très plat, très en couleur, très facile à prendre en main. Vous avez MX Linux. Alors là, qui est un peu particulier. Je crois qu'on a bien rigolé hier avec, avec Valérie, parce que je crois que c'est celui-là qui a des problèmes de traduction qui sont encore plus majeurs. Donc, je vous conseille vraiment, si vous avez une ancienne machine, peut-être plus Linux Lite, Lite, qui est vraiment sympathique, ou Linux Mint XFCE. Celui-là est pas mal aussi, hein, mais après, on est dans un environnement un peu hybride entre le GNOME et Windows. On a la barre ici, qui est une barre d'application, hein. On va retrouver un peu le même design, hein, malgré tout, que celui qu'on a vu précédemment. Donc, ça peut être aussi une bonne optique. On retrouve un petit widget ici qui vous donne l'heure. Celui-là, vous pouvez l'adapter comme vous le voulez, hein. Il suffit de cliquer et puis vous allez pouvoir adapter. Pareil, hein, alors là, je vous ai laissé dans le jus, comme on dit. C'est-à-dire qu'à l'installation, vous allez avoir ce design-là. Rien ne vous empêche de changer l'apparence comme vous le souhaitez. C'est-à-dire le fond d'écran se change, les icônes se changent, la taille se change. Mais vous voyez, on a voilà, des applications, voilà, où on peut en fait modifier un peu le fonctionnement. Voilà, les fenêtres se déplacent quand même facilement, mais on retrouve toutes les applications ici en une seule fois. Celui-là, voilà, il est un peu particulier à prendre en main, mais c'est pas pour autant qu'il va pas être simple, hein. Tout cela, on reste quand même dans du simple. On est
là pour le coup, pour celui-là, hein, connaissant les différents systèmes, on est entre le GNOME, c'est-à-dire du Linux Ubuntu, le Mac, avec sa présentation du système management, hein, et le Windows avec les applications qui vont se mettre en bas. Donc, si, je pense que ça va être le plus perturbant ou alors le plus adapté si vous changez de système. Allez savoir. Je me pense que chacun verra midi à sa porte pour le coup. Voilà. Mais c'est un système qui est quand même relativement agréable, hein, à prendre, à tester. Voilà. Tout cela, rien ne vous empêche d'installer une machine virtuelle pour pouvoir les tester plus facilement. Au niveau de l'installation, une installation sur Linux, puisque c'est là où je pense que vous posez beaucoup de questions. Effectivement, vous pouvez installer Linux de plusieurs façons. Vous pouvez l'installer à la place d'un système d'exploitation. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai Windows 7 sur un vieil ordinateur. Je ne veux plus entendre parler de Windows parce que, et je veux gagner la place sur tout mon disque dur. Je l'installe à la place. L'installation la plus simple, c'est quand vous allez lancer la clé. Alors je vais vous expliquer un peu la procédure. Donc, vous l'installez à la place de Windows 7, 8, 10, comme vous voulez. Hein. De toute façon, sachez qu'à partir de la version Windows 8, la clé de licence de Windows est enregistrée sur le BIOS. Donc, à tout moment, vous pouvez revenir sur des anciennes versions avec une simple clé USB. Hein. Moi, j'ai mon jeu de clé. Voilà, j'ai mon jeu de clé ici. Sur mon jeu de clés, je vais avoir, alors j'ai 5 ou 6 clés hein, avec Ubuntu, Windows 10, Windows 8, Linux, Mac, enfin, ou Chrome OS. Je vais avoir comme ça mon petit jeu de clés que je vais me balader et où je vais garder de côté. Et je vais pouvoir comme ça réinstaller les systèmes sur des ordinateurs, les changer, les tester sur des vieux ordinateurs, savoir lequel va être le plus à même d'accepter le système et surtout le plus adapté à mes besoins. Vous pouvez aussi l'installer en parallèle, c'est-à-dire que vous ne voulez pas supprimer votre système, mais vous voulez pouvoir utiliser l'un ou l'autre suivant la situation. C'est-à-dire que vous ne sentez pas le coup hein, pour pouvoir changer le système. Il suffit là dans ces cas-là, alors c'est un peu technique, mais il va falloir partitionner votre disque. Donc partitionner son disque, c'est assez simple. Alors hop, je vais aller chercher la partition. Pendant que tu cherches, Sylvain, est-ce que tu veux reprendre un peu ton souffle, aller boire un petit verre d'eau? Je vais juste boire un peu d'eau, oui. Donc comme ça, je reprends un petit peu la parole, j'en profite, comme ça vous m'entendez, vous entendez ma douce voix. En fait, ce que Sylvain vous a montré, c'est donc un certain nombre de possibilités et surtout ce qui est très important de noter sur l'ensemble de ces systèmes d'exploitation, c'est que vous avez la base. Après, vous pouvez complètement le customiser et il faut surtout pas hésiter parce que c'est bien l'intérêt de Linux dans son ensemble, c'est de faire en sorte que votre système d'exploitation que vous avez sur votre ordinateur soit le plus adapté possible à la façon dont vous avez l'usage de votre ordinateur. Plutôt que d'être embêté avec des choses dont vous n'avez pas l'utilisation, dont vous n'avez pas la nécessité avec Windows, que ce soit Windows ou macOS, ça c'est vraiment l'intérêt de Linux. Si vous n'utilisez que la bureautique, voilà, bah du coup ça, vous avez un système d'exploitation que vous pouvez customiser de telle manière à ce que ce soit le plus efficace et le plus franc possible pour vous, si j'ose dire. Après, Linux, vous pouvez l'utiliser pour tout. Bien sûr. Toutes les applications connues actuellement, à part des applications très spécifiques, hein. Si vous faites, mon papa, par exemple, il a une application pour tout ce qui est maquette, hein, pour l'aérodynamisme, etc. Ça, effectivement, on aura un peu de mal. Par contre, pour toutes les applications, si vous utilisez Adobe, on a une alternative en open source. Si vous utilisez Office, on a des alternatives en open source. Vous utilisez un lecteur vidéo, le meilleur qu'on connaît actuellement, c'est VLC, c'est de l'open source. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dans les environnements Linux, on va vous proposer de toute façon et vous allez pouvoir télécharger l'application en open source. Et tout ce qu'on va vous proposer, c'est de l'open source. Après, vous êtes capable, on peut installer Chrome sans aucun problème hein, sur Linux. Par contre, dans ces cas-là, il vous dira à chaque fois que vous voulez le démarrer, attention, c'est une application qui n'a pas été validée. Donc, attention, vos données seront peut-être compromises ou pas, puisque vous n'êtes pas maître de l'application.
Donc, au niveau de la partition d'un disque, c'est simple, on va aller sur gestionnaire de disque. Donc, il suffit de taper dans la recherche gestionnaire de disque en bas, dans notre recherche Windows, et puis vous allez créer ou formater les partitions. Donc, on va aller directement là. Vous pouvez l'atteindre par un panneau de configuration aussi, si vous le souhaitez. Alors là, le temps que ça s'ouvre et que je puisse le mettre, pourquoi j'ai du mal à le mettre ailleurs? Allez savoir, voilà. Donc là, il va me vérifier tous les disques. Alors moi, comme j'en ai beaucoup en virtuel, là, il va mettre un peu de temps. Vous aurez certainement un disque. Alors, si vous avez de la chance, votre disque est déjà partitionné. Quand vous achetez votre ordinateur, vous avez une partie C et une partie D. D'accord? Ça veut dire que votre disque, vous avez un disque unique, un disque physique qui va être unique dans votre ordinateur. Par contre, il va être séparé en deux. En gros, c'est comme si vous aviez une grande pièce quand vous construisez une maison, vous avez des grandes pièces. Vous allez décider à un moment de mettre un mur au milieu. Pourquoi? Parce que vous voulez mettre un salon d'un côté et une chambre de l'autre. Vous voulez avoir deux salons, mais deux salons avec un design complètement différent et avec une utilisation complètement différente. Ça, vous pouvez le faire sans aucun problème. Vous pouvez mettre comme ça des partitions, sachant que la configuration minimum, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour Linux. Donc, je vais montrer, 25 gigas suffisent. Si vous avez un disque de 512 gigas sur votre ordinateur, voilà, moi j'ai un disque, je crois, voilà, j'ai un disque d'1 Tera. Voilà. Donc, je vais pouvoir, vous voyez, j'ai plusieurs partitions. J'ai ici une partition, c'est le système EFI, c'est un système de sécurisation. Vous avez la partition et de démarrage. Vous avez le système, le disque C sur lequel j'ai tous mes programmes. C'est là-dessus, en général, que vous avez la partition Windows. Et j'ai une partition données. Et j'ai une autre petite partition ici. Donc, ça veut dire que sur mon disque 0, j'ai 4 pièces, en gros. C'est-à-dire que dans mon disque dur, je vais l'avoir séparé en 4 parties. Ça, vous pouvez le faire facilement. Voilà, dans mon disque 1, pareil, j'ai plusieurs parties. Si je vais dans mes différents disques, voilà, je vais avoir différentes parties. Donc, si j'ai envie de repartitionner celle-là, il suffit que je me mette sur, par exemple, mon disque C, si j'ai de la place, ou mon D, peu importe. Et puis, je vais faire un clic droit et puis je vais dire, voilà, je veux réduire le volume de ce disque pour pouvoir laisser et libérer de l'espace pour mon autre système d'exploitation. Ça, vous pouvez le faire. Et donc, quand vous allez installer Linux, vous allez dire, voilà, je veux l'installer sur cet espace qui est libre de mon disque. Et vous allez pouvoir, comme ça, au démarrage de votre ordinateur, il va vous demander à chaque fois si vous voulez démarrer sur Linux ou si vous voulez démarrer sur Windows. Donc, vous pourrez démarrer sur l'un ou l'autre, comme vous le souhaitez. Vous avez un délai, c'est-à-dire quand vous le démarrez comme ça, vous allez un délai à peu près de 30 secondes pour choisir le système d'exploitation sur lequel vous voulez démarrer. Si vous ne choisissez pas, c'est simple, il va démarrer automatiquement sur le système Linux. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sera le dernier système que vous aurez décidé d'installer. Vous pouvez aussi l'utiliser, l'installer comme moi je l'ai fait, sur un disque dur virtuel. C'est-à-dire que je vais pouvoir l'utiliser, moi pour le coup, là directement sur mon disque dur. J'ai partitionné, c'est-à-dire que ça m'a libéré un espace avec ce programme-là. J'ai libéré un espace qui va s'adapter aux besoins que j'ai pour utiliser ces systèmes-là. Mais je peux installer des applications, je peux les utiliser comme je veux sur mon ordinateur directement. Le désavantage, c'est que ça va me faire, j'ai besoin de beaucoup de mémoire, beaucoup de capacité de mon ordinateur. Donc, si vous avez un ordinateur qui tourne bien, là, pas de problème, vous pouvez le faire. Si vous avez un ordinateur un peu vieux, vous pouvez les tester avec ce système-là, mais pour l'installation, par contre, je vous conseille vraiment de l'installer complètement pour avoir toutes les capacités du disque dur. Vous pouvez aussi le tester. Alors, pour le coup, il vous faut effectivement une clé USB de minimum 8 Go. Alors, moi, j'ai testé avec des clés de 3 Go, 4 Go. Ça suffit pour les versions les plus light. Pour les versions un peu plus longues, 8 Go, c'est pour avoir une certaine latence, une certaine possibilité. Donc, il faudra prévoir une clé USB de 8 Go, voire plusieurs, parce qu'une clé USB, c'est quand même assez fragile.
Donc, une clé USB de 8 Go ou un DVD, hein, on ne sait jamais, puisque si vous n'avez pas, si c'est un vieil ordinateur, vous n'avez pas de clé USB ou autre, vous pouvez toujours utiliser un DVD. Bon. Il vous faudra la distribution souhaitée au format image ISO. Alors, le format ISO, quand vous allez sur télécharger, pour le coup, les configurations, voilà, les distributions. Si je vais sur Linux Mint, ici, on a toujours une possibilité d'aller sur la version, le download, hein, c'est le téléchargement de la version. Donc là, je vais aller sur download. Hop, s'il veut bien. Voilà, je vais prendre celui-là, mais peu importe, après, je peux choisir. Hein. Là, il me propose la dernière version, mais je peux avoir, si je descends, hein, il me semble que je peux avoir toutes les versions possibles. Voilà, si je vais ici. Et là, il me semble que je peux avoir les anciennes versions. Alors, je ne sais plus où. Voilà, si vous voulez vraiment des anciennes versions, voilà, là, on a les différentes versions. C'est-à-dire la plus légère, la mat, c'est la plus stable et la plus robuste, hein, la traditionnelle. Et ça, c'est la plus moderne, la plus innovante. Pourquoi? Parce qu'ils vont accéder à différentes fonctionnalités qui vont être beaucoup plus sympas. Si vous voulez télécharger la dernière version, vous avez le download ici. Si vous voulez aller télécharger des anciennes versions, je crois que vous avez toutes les anciennes versions qui sont… Alors, il vous explique comment c'est fait. C'est en anglais, mais vous pouvez le trouver assez facilement. Et on l'avait vu l'autre fois avec Thierry, vous avez toutes les anciennes versions qui sont quelque part, que je ne retrouve plus, bien sûr, c'est normal. Ah oui, all version, voilà, ici. Ouf. Et là, vous avez toutes les anciennes versions et toutes les versions dans les différentes environnements. C'est en Cinnamon, en Math et en XFCE. Et vous avez toutes les anciennes versions que vous avez, hein, et ils vous disent jusqu'en quand ces versions-là vont être ou ont été maintenues. Donc là, vous avez encore, hein, des anciennes versions, même en 32 bits, il me semble. Donc vous pouvez les trouver, hein, la version Tara, par exemple, vous pouvez l'installer sur des anciennes versions. Pareil, hein, pour Ubuntu, si vous allez sur ubuntu.fr, vous avez la possibilité de télécharger les différentes versions que vous voulez. Voilà. Donc, je veux télécharger la version Ubuntu. Ben, il suffit que je clique sur « Télécharger ». Il va me demander quelles sont les versions que je veux télécharger. On vous recommande souvent la dernière. Je vais cliquer et puis, voilà, il est en train de télécharger la version. Alors, je ne vais pas le faire, hein. J'annule ici parce que moi, j'ai toutes les versions. Au niveau des versions, vous voyez que quand je vous mets en vue les versions, alors, vous voyez, j'en ai téléchargé beaucoup, mais vous voyez qu'en général, la taille n'est pas énorme. Le plus gros que j'ai, c'est sur Mac, qui me fait 16 Go quand même à télécharger, qui a été la plus lourde des versions que j'ai téléchargées. Sinon, en général, on est entre, allez, pour la plus légère, Debian, hein, ça a 387 mégas, donc c'est 387 000 mégas, enfin 387 mégas, ouais, c'est pas énorme. Et puis Fedora, c'est 2 gigas, voilà, on est dans les 2-3 gigas en général, hein, de téléchargement. Prévoyez quand même une bonne connexion Internet lors du téléchargement. Voilà, ça c'est, il faut quand même une bonne connexion. Il vous faut aussi après, tout simplement créer une clé bootable. Alors la clé bootable, c'est tout simplement que la clé USB que vous allez avoir à créer, celle que vous allez utiliser, hein, pour installer votre système, il va falloir le créer grâce à votre ISO une clé bootable. Vous avez 2 programmes, hein, qui existent, c'est Rufus et Balena HR. Alors, je crois que je les ai mis, oui, ils sont dans mon DND. Dans mes programmes. Balena. Est-ce que je l'ai quelque part? Je pense que c'est dans les systèmes d'exploitation. Voilà, on a bien Rufus ou Balena, hein, c'est assez simple à utiliser. C'est des versions portables, hein, donc vous inquiétez pas là-dessus, ça prend pas de place. Vous n'avez pas besoin de les installer sur votre ordinateur. Là, on va vous demander quelle clé vous voulez utiliser pour l'installation, de choisir l'image ISO que vous avez besoin. Alors, Rufus, c'est le plus spartiate, hein, mais voilà, là, j'ai une mise à jour.
de télécharger l'image ISO. Donc, je vais aller choisir l'image ISO que j'ai besoin. Hein. Voilà, je peux prendre par exemple Fedora, peu importe. Je vais ouvrir, d'accord. Je vais pouvoir choisir mon disque dur. Ici, l'option de téléchargement. Vous ne changez rien. Voilà, vous avez juste besoin de le laisser comme ça et vous cliquez sur démarrer. S'il vous demande de télécharger certaines options en plus, vous cliquez oui. Et puis, ça, en quelques minutes, vous avez votre clé d'installation qui est faite. Ça, c'est lequel? Celui-là, c'est la version Rufus. La version Balena, vous allez voir qu'elle est aussi simple. Hein, si je la mets en route, alors, là, je vais arrêter Rufus. Balena en version portable va me faire exactement la même chose. Si elle veut bien se mettre en route, parce que c'est une version... Ouais, elle arrive. Voilà, donc c'est encore plus simple. Hein. Voilà, on dit flash from file. Donc, quel dossier je veux aller flasher, hein, c'est ce qu'on appelle le flash. Je choisis la version, pareil. Hein, je mets ouvrir. Je choisis le disque dur que je veux. Hein, voilà, et puis je vais mettre flash et ça va me faire le système directement. Donc, pour le côté simplifié, là, vous avez Balena HR, c'est gratuit. Hein. Tous ceux, je vous dis, c'est du open source, c'est gratuit. Vous retrouvez les liens, pareil, hein, dans le support. Et vous pouvez, comme ça, graver une clé. Et ensuite, un peu de patience, hein, ça peut prendre, sur votre système, entre 5 et 10 minutes, allez, un quart d'heure, grand maximum, pour flasher la clé. Et ensuite, vous aurez votre clé d'installation. Sachez qu'avec cette clé d'installation, vous pouvez installer Linux sur 1000 ordinateurs si vous le voulez. Il n'y a pas de problème. Comme c'est open source, vous pouvez le redistribuer comme vous le souhaitez. Avant de procéder à l'installation, une fois que vous avez mis la clé, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il va falloir la démarrer sur votre BIOS. Et ça, je pense que c'est ce qui vous inquiète le plus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la démarrer de votre ordinateur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la démarrer de Windows. Il va falloir la démarrer au démarrage de Windows. Il y a une partie qui s'appelle le BIOS, hein, qui va contrôler un peu ce que vous avez sur votre ordinateur, les différents composants, c'est là où vous allez avoir l'heure, etc. Cette partie-là, vous avez voilà, le démarrage du BIOS, il se fait, je vous ai mis, voilà. Suivant les ordinateurs, au démarrage de l'ordinateur, vous avez une touche hein, ou un ensemble de touches à appuyer. Donc, mettons que vous le faites sur un Asus, hein, il va falloir appuyer sur le F2. Voilà, F2 ou alors échappe, puisque vous avez deux possibilités de démarrer la clé USB, soit votre ordinateur le supporte, hein, vous avez le boot menu, essayez déjà ça, c'est-à-dire que ça vous demande sur quel support vous voulez démarrer l'ordinateur. D'accord? Donc, si vous faites échappe, l'ordinateur va s'arrêter, il va vous dire sur quel support vous voulez démarrer. Bien sûr, vous aurez mis votre clé USB avant. Vous décidez de le démarrer sur la clé USB, vous choisissez votre clé USB et vous cliquez sur Entrée. Et à partir de là, il va démarrer sur votre clé USB. Au démarrage de la clé sur la clé USB, alors je vais vous faire voir ce que ça fait en général, hein, parce que moi, je n'ai pas installé l'Ubuntu justement pour pouvoir le faire ensemble. Bien sûr, après que le démarrage sur le BIOS a été fait. Hein. Vous allez avoir exactement les mêmes composants. Bon, le temps que ça arrive, hein, comme je demande pas mal de choses. Et vous avez comme ça, sur chaque ordinateur, hein, vous avez une fonction. Alors, c'est les touches de fonction, hein, les F11, les touches de fonction que vous avez en haut de votre écran, ou alors la touche échappe qui permet de le faire. Donc moi, par exemple, quand vous arrivez comme ça, quand vous avez démarré, une fois que vous avez démarré sur la clé USB, vous allez arriver sur un système un peu comme ça, alors qui peut parfois être plus lent que lorsqu'il va être installé, tout simplement parce que tout le système d'exploitation passe par votre clé USB. Donc, si vous avez, c'est pour ça qu'on demande 8 gigas, hein, c'est parce que vous avez très peu de mémoire, il va falloir être un peu patient pour ça, mais ça va se passer comme ça, c'est-à-dire que vous allez avoir un icône, la plupart du temps, où vous allez avoir installe l'Ubuntu ou installe votre système d'exploitation, installer Ubuntu, installer Linux Mint, enfin peu importe, vous allez avoir un petit icône, il suffit de double-cliquer dessus, si ça vous convient, parce qu'au départ, il est en anglais hein, ou en italien. Là, pour le coup, il a vérifié que j'étais en Italie. Donc, il va me proposer la langue italienne. Ici, vous avez la possibilité de changer de langue. Donc, moi, je vais choisir français hein, parce que
Je veux bien, mais en italien, je ne suis pas assez fort, donc je vais choisir français. Donc, et vous allez voir qu'on va passer à différentes étapes au fur et à mesure. Donc, la localisation, hein, le clavier, la partition, l'utilisateur, et tout ça jusqu'à terminer. Donc, je clique sur suivant. On va bien vérifier. Excuse-moi, Sylvain, je te coupe de nouveau, mais tu as été encore une microseconde coupé. Je ne sais pas si tu as une possibilité de diminuer ta. Ouais, je vais fermer certaines choses alors. Ok, je vais fermer tout ce qui est Google Chrome. Déjà, ça devrait aller un peu mieux. Pas Zoom, hein. Non, pas Zoom, on va éviter Zoom, hein. Et puis, ça aussi, je vais pouvoir le fermer, je pense. Bon, c'est pas ce qui prend le plus de place, mais je vais le fermer aussi comme ça. Voilà. Super, merci. Ok, donc je vais passer. Je suis en français, je me suis mis en français, tout a été mis en français. Je clique sur suivant. Je décide que je ne suis pas à Rome, mais à Paris, donc je vais dire Paris. Voilà. La langue du système donc, sera bien réglée en français. Hein. Vérifiez bien quand même toutes ces données-là parce que c'est assez important. Le nombre et la date sera fixé en français. Je clique sur suivant. Là, il va me demander mon clavier. Donc, l'avantage, c'est que je vais pouvoir comme ça contrôler que mon clavier fasse bien les choses. C'est-à-dire ici, je peux choisir déjà la langue hein, en français et ensuite, on peut avoir plusieurs configurations de clavier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous avez le clavier AZERTY classique, hein, vous avez le clavier AZERTY AFNOR. Donc, vous voyez que le arrobase, par exemple, a changé. C'est pas au niveau. Ah, voilà. C'est pas le même. Le clavier Bepo, pour ceux qui connaissent, c'est alors pour l'histoire du clavier, le clavier français a été créé au moment des machines à taper, enfin des machines à comment je sais même plus comment on dit. Je suis désolé. Enfin, Des machines à écrire, peut-être, des non? machines à écrire. Exactement. Des machines à écrire. Et ces touches ont été définies parce que celles qui tapaient à la machine écrivaient trop vite, tapaient trop vite et à chaque fois, ça se coinçait. Vous savez, les petits tambours se coinçaient. Et pour ralentir un peu le système, on a décidé de créer le clavier AZERTY, qui est un clavier qui est en fait une torture, hein, à proprement parler, parce que c'est un des moins bons claviers et c'est le clavier qui est le plus lent, en fin de compte, au niveau de la vitesse de frappe. Donc, voilà, il y a eu des claviers, ce qu'on appelle les claviers Bepo, qui ont été configurés par rapport à la frappe française. Donc, c'est sûr, hein, mais c'est tout cela, c'est tous les termes, enfin, toutes les lettres qu'on va taper dans la plupart des mots français. Ça a été fait, justement. Donc, si vous avez un clavier Bepo, vous avez le clavier breton, le clavier Dvorak ou le clavier Macintosh en français, parce que c'est pareil, soit suivant qu'il est en français ou d'une autre façon, il ne va pas avoir la même configuration. Donc là, vous pouvez vérifier la configuration par rapport à votre clavier avant de dire OK. Je clique sur suivant. Alors pour certains, vous avez aussi la possibilité de taper du texte hein, ici pour vérifier sur Ubuntu, sur les versions un peu plus haut de gamme, enfin qui demandent un peu plus de ressources. Vous pouvez le tester et il va lui caler le clavier directement. C'est très important le clavier parce que vous allez voir que quand vous allez taper votre mot de passe après, si vous choisissez le mauvais clavier, ça vous fera le mauvais mot de passe. Ici, c'est là où vous allez pouvoir choisir si vous voulez effacer le disque complètement ou utiliser une partition. Voilà. Et là, à partir de là, partition manuelle, vous allez décider de la configuration que vous voulez faire. Ça, il y a des très bons tutos hein, qui sont faits là-dessus, que vous pouvez trouver en ligne pour pouvoir installer Linux en parallèle. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer directement sur mon disque. C'est-à-dire, je vais effacer tout le disque, parce que je n'ai pas besoin. Alors, quand c'est des machines virtuelles, hein, ça n'effacera pas mon disque, hein, on ne sera pas coupé, ça effacera uniquement la partie que je définis quand j'ai installé la machine virtuelle. Donc, je mets effacer le disque et je vais cliquer sur suivant. Après, on va vous demander votre nom. Voilà, moi je mets un nom assez simple, hein, le nom de votre ordinateur. Donc là, je peux très bien dire l'Ubuntu, voilà, puisque c'est la version l'Ubuntu que je vais utiliser. Et puis, il va falloir créer un mot de passe. Ce mot de passe, il va être hyper important. Pourquoi? Parce que ce mot de passe va vous servir pour tout ce qui est des mises à jour.
tout ce qui est des installations de programmes, tout ce qui est des modifications de votre ordinateur. Celui qui n'aura pas le mot de passe ne pourra pas installer d'autres choses sur votre ordinateur. Vous ne pourrez pas installer mise à jour. Ce qui veut dire aussi que ça va être complètement sécurisé puisque c'est vous qui déciderez d'installer ce que vous voulez sur votre ordinateur. Personne ne pourra installer une application s'il n'a pas votre mot de passe, s'il n'est pas paramétré. D'accord? Donc là, je vais taper mon mot de passe classique. Enfin, celui que je tape d'habituellement. Voilà. Si c'est le même, je ne suis pas sûr. Ça ne correspond pas, donc on va le retaper. Alors, on va le retaper plus lentement. OK. Voilà. J'ai bien le mot de passe. On peut démarrer la session, effectivement, sans demander de mot de passe. Je vous déconseille de le décocher. Vaut mieux que la personne ou que vous tapiez correctement votre mot de passe, déjà parce que ça fait travailler la tête, et puis ça prend une habitude, hein, tout simplement. Vous cliquez sur « Suivant », il vous donne un résumé, hein, voilà la localisation. Vous pouvez toujours revenir en arrière si vous le souhaitez. D'accord? Alors là, je vous fais voir sur la version light, hein. Il va vous expliquer tout ce qu'il va faire sur votre disque. OK, pour moi, il n'y a aucun problème. Il va pouvoir l'installer. Et je clique sur « Installer ». Il vous rappelle effectivement, attention, à l'installation, tout va être, vous ne pourrez plus annuler. Et je clique sur « Installer maintenant ». Il va faire la procédure, hein, tout seul. Là, ça peut être assez rapide parce que c'est une version très légère, hein. Vous voyez que c'est assez rapide. Comptez quand même, allez, pour le coup, minimum 20 minutes à peu près pour une installation de base. Ça peut durer plus longtemps suivant la puissance de votre ordinateur. D'accord? Et là, il va installer tout l'ensemble. Donc, pour le coup, on va passer à autre chose, le temps qu'il s'installe, hein, correctement. Vous avez des exemples, hein, de configuration, donc vérifiez bien. Pour vérifier quel ISO vous devez mettre sur votre clé USB. Comment déjà vérifier si votre ordinateur est en 32 ou 64 bits avant, parce que ça ne sera pas exactement la même installation. Vérifiez vos composants. Alors, pour savoir vos composants, hein, pour savoir si vous avez suffisamment de mémoire, il suffit d'aller dans « Démarrer », vous tapez « Système » et vous allez sur « Information, système, application ». Vous ne prenez pas le panneau de configuration, vous prenez bien l'application ici. D'accord? Et vous cliquez dessus. Vous allez avoir l'ensemble de vos composants de votre ordinateur. C'est-à-dire que vous allez avoir le processeur avec la puissance de votre processeur. Vous allez avoir aussi quelque chose d'important, ça va être la RAM qui va être ici, qui va vous permettre de savoir quel système vous pouvez mettre aussi dessus, hein. Vous allez avoir comme ça différents, vous pouvez avoir toutes les ressources matérielles. Alors pour le coup, hein, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire, mais voilà, vous pouvez savoir si vous avez un CD-ROM, si vous avez un périphérique audio, le stockage, si vous avez suffisamment d'espace de stockage sur votre ordinateur. Voilà, vous avez à peu près toutes les informations. Là, il demande un peu de temps parce que voilà, il est en train de le voir. Les disques, voilà, vous avez toutes les capacités de vos disques, hein. Voilà. Donc, vous avez la taille, la capacité au niveau de la taille. Donc, vraiment, ça vous permet d'avoir un ensemble de données qui vous permettent de voir si le système que vous avez choisi ou que vous choisirez pourra être mis en place. D'accord? Donc, ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si vous… Ah, mince, je crois que j'ai fait une bêtise. Si vous ne l'avez pas, ça risque de poser un gros souci. Voilà, vous pouvez aussi charger la configuration minimale en disant configuration minimale et la version de Linux, hein, que vous voulez mettre. Et comme ça, vous verrez que ça vous indiquera la configuration minimale. Je vous ai mis aussi, hein, le Linux pas à pas. Alors, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, hein, où vous avez toutes les configurations dessus. Ensuite, on va aller à la découverte. Alors là, il est encore en train de s'installer. Donc, je vais peut-être l'arrêter. Voilà, il est toujours en cours, hein, d'installation. Vous voyez, je suis à 29%. Donc, là, pour le coup, je vais plutôt faire le tour du propriétaire. Il vous indique, hein, pendant l'installation, par contre, ça, j'ai oublié de vous le marquer, il vous met toujours tout ce qui va être à peu près l'apparence, hein, l'utilisation
ce que vous pouvez faire avec, voilà, toutes les applications qu'il va mettre en route. Donc là, je vais l'annuler pour le coup parce que je vais vous faire voir maintenant un peu le tour du propriétaire, c'est-à-dire ce qu'on peut, comment on va pouvoir l'utiliser, quelles sont les applications qui sont déjà en place et surtout comment les mettre à jour et mettre une application. Sur 2 systèmes, sur le système, oui, je veux arrêter l'installation et je vais l'arrêter celle-là. Sachez qu'à la fin de l'installation, une fois que l'installation est finie, il vous demandera, voilà, il vous demandera de fermer votre ordinateur et surtout d'enlever votre clé USB. Donc, vous enlèverez votre clé USB, vous redémarrez votre ordinateur, faites-le dans le sens dans lequel il le dit, parce que sinon ça plantera. Donc, vous fermez votre ordinateur et vous enlevez votre clé USB, ou le contraire, je ne sais plus exactement ce qui est dit. Et à partir de là, vous pourrez, il va redémarrer et il redémarrera donc sous le système Ubuntu ou sous le système Linux que vous aurez choisi. À partir de là, il n'y aura aucun souci, il fonctionnera et vous n'aurez plus qu'à configurer classiquement. Donc là, je vais vous faire voir les mises à jour. Par exemple, je vais vous faire voir sur Cinnamon et comment trouver les réglages généraux, les menus, les applications, les dossiers, comment les nommer, les créer et les supprimer. C'est exactement la même chose. Ce qui va être le plus important, c'est les mises à jour et est-ce que j'ai vraiment besoin de sécurité, de sécuriser davantage un système Linux. Alors, sachant que la seule chose à la rigueur qui pourrait actuellement attaquer, quand vous entendez actuellement des attaques sur Linux, c'est principalement des attaques sur des serveurs privés. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, ces 600 distributions, c'est aussi c'est 3% de la part de marché des systèmes d'exploitation. C'est surtout utilisé sur des serveurs, donc sur des parties hébergeurs ou autres. Donc là, okay. Donc c'est très peu sur des ordinateurs. Par contre, vous pouvez quand même améliorer un petit peu la sécurité. Alors, il y a 2 systèmes. Il n'y a pas des masses. Il n'y a pas d'antivirus spécifique sur Linux. Vous en avez un qui existe, que je connais. C'est ClamTK. Voilà. C'est ClamTK et FireTool qu'on va utiliser. Donc, ClamTK, c'est un antivirus. Pour le coup, si vous avez besoin de l'utiliser, il va vous demander sur quel dossier vous voulez faire une analyse antivirus. La plupart du temps, c'est sur un téléchargement que vous avez fait. Donc, si vous avez quelque chose à vérifier ou à vérifier, enfin, surtout à analyser, ça va être sur le dossier téléchargement. Vous allez voir qu'il n'y a pas... il n'y a rien de plus, en fin de compte. Il ne va pas vous analyser le système, puisque le système, c'est vous qui allez, et puis les attaques sont pas possibles, puisque il y a tellement de distributions, de toute façon, il ne peut pas y avoir de système. Il ne peut pas y avoir d'attaque sur le noyau, il ne peut pas y avoir ces attaques-là, donc vous êtes beaucoup plus tranquille. Au pire, vous pouvez installer TamTK. Moi, ce que je préfère, c'est FireTool. FireTool, alors c'est ce qu'on appelle un bac à sable. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir une application, vous allez l'ouvrir dans une pièce un peu spécifique. Un peu comme une bombe qui vont être enfermées quand les démineurs veulent détruire une bombe, ils vont l'enfermer dans une pièce spéciale. La bombe va exploser dedans, ça ne va pas toucher le reste. C'est exactement la même chose. Vous allez ouvrir en fait les applications dans une pièce spéciale, dans un bac à sable, ce qu'on appelle le bac à sable, qui va être détruit à la fermeture de l'application. Donc, même si un virus ou une attaque peut être faite, enfin, voudrait être faite, elle va être détruite à la fermeture de l'application. Donc, ça ne va pas attaquer votre système s'il y a une attaque possible. Voilà, mais franchement, je n'ai jamais entendu parler d'attaque enfin, de gros problèmes, en tout cas sur une utilisation courante de Linux Mint. Vous n'avez pas d'antivirus comme sur Windows, sur Mac ou Android. Pour le coup, c'est les deux seules choses. Alors, au niveau de l'installation, sur les dernières versions de Linux Mint, de Linux, pour le coup, l'installation d'un programme se fait d'une manière très simple. On va utiliser la même chose que sur téléphone,
C'est-à-dire qu'on va utiliser une boutique d'applications, un store, un Play Store, où nous, on va utiliser tout simplement la suite logicielle. Alors, sur Linux Mint, hein, c'est logiciel ici. Sur Ubuntu, vous avez vu, hein, c'était l'App Store. On est dans une boutique de logiciels classique où on va avoir toutes les applications qui vont être classées, hein, par type. Donc, pour Internet, pour le graphisme, pour la bureautique. Voilà, il n'y a aucun problème, vous voyez. Sur la bureautique, je suis sur LibreOffice, j'ai plusieurs applications comme ça, même de développement, hein, sur des éditeurs de texte, et vous pouvez comme ça choisir l'application que vous voulez. Vous avez les avis, hein, qui vous permettent de savoir si c'est une application utile, si elle est déjà lancée, hein, sur votre ordinateur, et vous pouvez la supprimer directement aussi de cette boutique-là. Donc la gestion des applications se fait par la Logitech. Vous pouvez télécharger l'application, la supprimer ou la lancer comme vous le souhaitez de cette Logitech. Là, on va aller voir, on va aller chercher par exemple l'application, c'était quoi? C'était ClamTK, hein. Donc je vais taper les premières lettres et puis il va me proposer certainement ClamTK. Alors il va rechercher dans le dépôt. Pour le coup, là, c'est des dépôts de logiciels. Comme l'application, c'est souvent, je ne sais plus le terme exact, c'était des dépôts, c'est comme des colis qu'on vient faire chez vous. C'est-à-dire que c'est un ensemble de données qu'on vient déposer chez vous. Donc là, je vais aller chercher ClamTK. Ouais, hein, c'est le seul, donc c'est l'antivirus Clam, hein. Un analyseur antivirus pour les systèmes Linux. Franchement, je n'ai pas trouvé d'autres antivirus sur Linux. Si vous en avez d'autres ou si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer, hein, parce que j'en connais pas d'autres. Et vous cliquez sur installation. Franchement, là, il va me demander normalement mon mot de passe. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'à l'installation, c'est un peu comme l'App Store. Il va vous demander votre mot de passe, votre empreinte digitale ou autre pour certifier que c'est bien vous. Donc, je vais taper mon mot de passe. Et puis, je vais cliquer sur m'authentifier. À partir du moment où je me suis authentifié, ça veut bien dire que c'est moi qui veux l'installer. Et donc, il va procéder à l'installation, au téléchargement, à l'installation, et il va apparaître, hein, automatiquement dans le menu ici, au niveau peut-être de préférence ou administration, ou d'accessoires, je ne sais plus. Mais en tout cas, il va apparaître dans cette partie-là tout seul. C'est-à-dire qu'il va être paramétré dans la fonctionnalité qui lui est due. Vous n'avez pas besoin de le régler ou de l'amener quelque part. Voilà. Là, il s'est bien amené. Je vais peut-être le retrouver, alors peut-être dans l'application, je vais voir, hein, où on peut le retrouver. Alors, est-ce que c'est dans accessoires? Non. Bureautique, ça m'étonnerait. Graphisme Internet, même pas. Donc, peut-être dans administration ou préférences. Bon, ouais. Je vais peut-être le voir un peu plus bas. Hop. Non, bon. Bah, il va apparaître, hein, de toute façon, c'est sûr et certain. Pareil, hein, vous avez la possibilité Time Shift, hein, c'est une possibilité aussi de faire des sauvegardes, des backups, hein, assez régulièrement de votre ordinateur. Ça vous crée une sauvegarde intégrale. Ah, voilà, il est là, hein, ClamTK dans accessoires, il s'est bien mis ici. Donc si je veux le lancer, bah, j'ai juste à cliquer dessus et je vais lancer ClamTK. Voilà. Je vais pouvoir comme ça, c'est très rapide, hein, à mettre en place. Si je veux analyser un répertoire ou analyser un fichier ou les analyses, voilà. Mais je peux analyser un répertoire spécifique et il va me proposer quel répertoire je veux. La plupart du temps, comme je vous dis, hein, c'est dans téléchargement. Donc, je vais cliquer sur téléchargement, je vais valider et puis il va m'analyser ça tout seul. Voilà, je ne peux pas dire mieux, hein, c'est d'une simplicité assez enfantine. Vous pouvez même planifier si vous le souhaitez, hein, ou créer des listes blanches. Vous pouvez même analyser tout un réseau si vous le souhaitez. Voilà. Ben là, pour le coup, il n'a pas répondu, mais peut-être parce que je fais tourner beaucoup de choses. Pareil pour FireTool. Donc, une fois que vous avez installé ça, voilà, vous prenez le premier, hein, d'autre façon, même s'il n'y a pas d'avis, c'est parce que personne n'a déposé des avis. Mais je peux vous dire que c'est une application, moi, que je mets assez régulièrement sur Linux quand même. Ça ne prend pas beaucoup de ressources et ça vous permet quand même d'avoir un bac à sable sécurisé. Voilà, je lance.
et ensuite, je ne vais pas avoir de problème. Voilà, je vais pouvoir passer dessus pour pouvoir lancer mes applications. Vous voyez, toutes les applications qui sont là-dedans, ils vont être lancées directement dans le bac à sable. Donc, dès que je vais les ouvrir, elles vont s'ouvrir classiquement. Je ne vais pas avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Voilà, je vais pouvoir utiliser mon application classique. Je vais pouvoir utiliser aussi mon cloud, d'avoir accès à mes Gmail, à tout ce que je veux. Il n'y a aucun problème. Tout ce qui est accessible sur Internet, je pourrais y accéder comme ça. Et dès que je vais la fermer, ça va fermer aussi tout l'ensemble des données que j'aurais ouverts. Et donc, ça va me supprimer tous les logiciels qui pourraient avoir une incidence sur Linux. Voilà. Donc, l'installation, la désinstallation de logiciels, très simple. Vous allez dans la Logitech et vous gérez tout comme ça. Vous pouvez retrouver aussi toutes les applications qui sont installées. Si vous voulez en désinstaller certaines, ici, vous avez les applications installées uniquement. Et là, je vais pouvoir avoir toutes mes applications qui sont installées sur mon support. Voilà, toutes les applications installées. Donc, ça met un peu de temps, mais j'en ai pas grand-chose. Tout le reste, c'est installé de base. Donc, je n'ai pas besoin de les désinstaller puisque j'ai choisi et j'ai demandé à avoir l'installation de base. Après, si je peux les désinstaller d'une autre façon, mais voilà, toutes les applications, je peux avoir aussi toutes les applications. Alors, on a bien VLC, GIMP qui est le concurrent, enfin l'open source d'Adobe, Gepard qui est la partition de disque, si vous voulez refaire une partition de disque par la suite, Audacity qui est un logiciel de pour le montage de son. Voilà, vous avez gestionnaire d'e-book aussi. Vous avez Kodi, qui est un gestionnaire de médias player, enfin ce que vous pouvez installer, qui vous fait une bibliothèque audio, vidéo, photo. Voilà, vous pouvez retrouver tout ce que vous avez sur votre ordinateur. Enfin, vous avez tout un ensemble d'applications. Vous avez une bonne tonne quand même d'applications, et il y en a de plus en plus puisque vous allez avoir vous avez même VirtualBox, voilà, pour faire tourner des machines, exactement comme je fais tourner. Voilà, exactement. Si vous voulez faire tourner Windows sur Linux, vous pouvez. L'inverse, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, ou tester une autre version de Linux, rien ne vous empêche d'installer une VirtualBox dessus. C'est vraiment, vous avez toutes ces applications-là, vraiment sans aucun souci. Alors, moi, ce que j'aime, effectivement, il y en a qui aiment ou pas, c'est cette version-là. Je trouve que cette version elle est facile. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez avoir effectivement l'ensemble des données. Vous pouvez choisir d'avoir une recherche qui va être aussi très rapide sur les 3 premiers termes en haut. Ça se présente quand même pas mal comme Windows. Vous avez vos dossiers, vous avez les paramètres. Enfin, c'est assez simple d'utilisation. Si je vais dans paramètres, vous allez avoir les paramètres qui vont être ici. Donc, voilà, sur les thèmes, les fonds d'écran. Je veux choisir un autre fond d'écran. Il suffit que je clique dessus. Je peux en rajouter d'autres, mes propres images. Vous avez des paramètres aussi d'aspect sur le zoom. Vous avez des paramètres d'accessibilité voilà, qui sont déjà mis en place sur le clavier, sur l'assistance pour la frappe, pour la souris aussi. Donc, vous avez vraiment, tout est facile en fait d'utilisation, tout est bien expliqué. C'est ce que j'apprécie dans Mint ou dans Ubuntu, dans les dernières versions. Dans les anciennes versions, c'est pratique si vous voulez rajouter sur des anciens systèmes comme Windows 7, mettez du Linux. Franchement, c'est beaucoup plus léger, ça va prendre beaucoup moins d'espace et au moins vous aurez une navigation sécurisée. Vous allez retrouver donc dans les paramètres tout ce qui est des paramètres. Alors, sélection de la police, les thèmes, je peux changer la couleur des dossiers. Voilà, je n'ai pas envie de ces dossiers-là. J'ai quand même un choix de dossier qui va être relativement important, de couleur, d'apparence. Je peux choisir les applications. Je peux choisir le pointeur de la souris, si je la veux blanche, noire ou autrement. Je peux choisir l'apparence du bureau. Si je la veux blanc, si je le veux d'une autre couleur. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Et d'une façon très simple. Je peux ajouter ou supprimer ou aller même dans d'autres paramètres. Je peux rajouter des thèmes. Voilà. Ici, vous avez des thèmes
qui peuvent complètement changer l'apparence, hein, vraiment sans aucun souci. Si vous voulez utiliser, bah voilà, je peux être proche des premiers thèmes. Alors, je ne sais pas si on peut le voir voilà, ici, mais vous avez un nombre de thèmes assez important si vous voulez vraiment changer l'apparence. Hein. Vous n'avez aucun problème pour ça. Il suffit de le télécharger. Voilà. Je peux même avoir une apparence Ubuntu sur un Linux Mint, si vous préférez Ubuntu. Pourquoi pas? Mais que vous ne voulez pas mettre Ubuntu. Vous pouvez même certainement avoir une apparence Mac ou Windows complet si vous voulez vraiment ne pas être trop perturbé par l'installation de Linux Mint. Pareil, hein, pour les apparences, je peux afficher les icônes dans le menu ou non. Je peux afficher dans des boutons. Enfin, vous avez comme ça toute l'apparence qui se fait assez rapidement dans le menu. Donc, on a vu les logiciels pour les mettre, pour les télécharger ou les supprimer. Je peux avoir donc les paramètres. Je peux ici avoir donc toutes mes applications ou les applications par accessoire, hein, la capture d'écran, le clavier virtuel, les créateurs de clés USB, la gestion de mon disque, hein, savoir comment il va. Il fait aussi l'analyse de votre disque. Pour le nettoyage, vous avez BitBit hein, qui existe, qui est un open source, donc pareil, s'il n'est pas mis dessus. Formateur de clés, bah, c'est tout simplement pour formater votre clé, gestionnaire d'archives, mot de passe et clés, des notes, choisir la police. Au niveau de la bureautique, vous avez toute la suite bureautique existante. Au niveau du graphisme, pareil. Hein. Vous pouvez rajouter GIMP sans problème. Les applications web, de base, vous aurez surtout Firefox, qui est l'application open source par excellence. La messagerie, vous aurez certainement Thunderbird, qui est très proche hein, qui est vraiment, vous pouvez mettre plusieurs boîtes mail. Hein, c'est comme Courrier ou comme Outlook ou comme, je vais dire, mail de Mac. Ça vous regroupera tous les mails en une seule application. Ça vous évitera de vous perdre. Son vidéo, administration, hein, les gestionnaires de pilotes, gestionnaires de mise à jour. Pour les mises à jour, c'est relativement simple. Et là, tant mieux, j'ai un petit bouton ici en bas avec un petit bouclier. Et dans le bouclier, j'ai bien un petit rond orange, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien, tout en bas, qui me dit j'ai 162 mises à jour disponibles. Alors là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait tourner, j'attendais hein, qu'on soit ensemble. Je clique dessus et je vais avoir l'ensemble des mises à jour. Alors, vous avez 3 types de mises à jour. Pour le coup, je vais le mettre en plus gros. Vous avez les mises à jour, ce qu'on appelle de sécurité, qui vont avoir un bouclier. Donc ça, c'est quand même à faire régulièrement. Des mises à jour ensuite avec des petits éclairs qui vont être des mises à jour du noyau. Ça, c'est pareil. C'est la base de Linux. Donc, le noyau Linux, ça, vous pouvez les faire. Et ensuite, vous avez des mises à jour de logiciels. D'accord? Donc, si j'ai envie de lancer toutes ces mises à jour, on va vous demander déjà, alors la plupart du temps, on vous demande quel dépôt vous voulez utiliser. Alors, ça peut être un terme barbare, mais c'est un peu comme si vous choisissiez à quel relais vous voulez aller chercher votre colis. Est-ce que vous voulez aller chercher, quand vous faites une commande en ligne, hein, vous pouvez avoir plusieurs façons de recevoir votre commande. Vous pouvez la recevoir dans un relais, c'est-à-dire un endroit proche de chez vous. Ici, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'un dépôt, ça va être un endroit où vous voulez aller télécharger ces mises à jour. Donc, soit elles sont assez proches, et là, vous allez pouvoir gagner du temps, soit elles sont assez longues. Donc, pour aller chercher ça, source de logiciel, là, je crois que c'est là-dedans, que je regarde, voilà, peut-être dans mes préférences. Automatisation, non, c'est pas là-dedans. Alors, c'est peut-être ailleurs, mais peut-être qu'il peut vous le demander. Il vous le demandera certainement la première fois. Donc, il vous demandera où aller télécharger les mises à jour. J'attends, parce que là, j'ai fait une bêtise. Désolé, j'aurais pas dû cliquer aussi vite. Alors. Il est un peu long. Voilà. OK. Donc là, je vais pouvoir avoir la description aussi. Hein, voilà. Et on va vous livrer des paquets. Puisqu'on parle, hein, les dépôts, c'est l'endroit où on va aller chercher les paquets. Et les paquets, c'est ce qu'on va vous livrer. Donc, c'est des paquets de données.
mais donc c'est aussi les nouvelles fonctionnalités ou les commandes que je vais faire. Pour installer les mises à jour, je fais installer les mises à jour. Donc là, j'ai choisi de tout installer en une seule fois. Donc les 162, donc ça risque de demander un peu de temps. Cette application implique des modifications supplémentaires. Il me dit que, voilà, si je veux installer cette mise à jour, je vais devoir installer l'ensemble des paquets, des autres paquets pour pouvoir avoir les dernières fonctionnalités. Moi, je mets valider. Bien sûr, il me demande mon mot de passe. Donc, je vais rentrer mon mot de passe. Et ça, à chaque fois, c'est pour ça qu'il vous faut un mot de passe quand même relativement simple, mais suffisamment compliqué. Je vous rappelle, mot de passe, majuscule, minuscule, caractères spéciaux et chiffres. D'accord. Sachez qu'il y a eu en 2022 781 millions de mots de passe qui ont été piratés. Donc, un mot de passe, c'est hyper important. Je m'identifie. Et puis là, il va tourner. Alors, on risque peut-être d'avoir des micro-coupures, parce que comme ça va télécharger, c'est possible qu'il y ait des micro-coupures. On va essayer d'éviter au maximum. Je vais réduire un peu la fenêtre. Voilà. Donc là, il est en train de vérifier un peu toutes les mises à jour. Et puis il va installer automatiquement les mises à jour. Voilà. Si je mets dans les détails, vous allez voir que ça va quand même relativement vite. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, il est en train d'installer toutes les mises à jour restantes. J'ai 44 secondes encore. Vous allez voir, c'est relativement rapide. Et puis en plus, les dernières versions, par exemple, de Linux, donc je crois qu'Ubuntu et Linux Mint le font, quand ils passent sur des versions majeures. Alors, vous avez des versions, des mises à jour mineures, un peu comme sur Windows, et puis des versions majeures qui vont être des versions un peu comme quand on est passé de Windows 10 à Windows 11, où vous avez eu un bouton à faire, et puis on vous l'a passé directement. Ça a mis un peu de temps. Linux le fait, ça aussi, maintenant. Donc, par contre, c'est vous qui décidez. Si vous voulez garder votre version, la 20, par exemple, au lieu de passer à la 22, rien ne vous empêche de garder votre version. Il vous avertira de temps en temps que vous avez une version qui existe. À vous de dire oui, j'en veux, oui, j'en veux pas, ou arrêtez de me solliciter avec ça. Je ne veux plus de votre version. Votre version restera stable de toute façon. À part certaines, peut-être, détails sur les versions, sur le noyau, où là, il va falloir faire attention quand même. Mais ça, vous avez, ils vous disent quand est-ce qu'ils arrêtent le suivi. Mais sinon, voilà. Mais l'avantage des gestionnaires de mise à jour, c'est qu'il vous fait la mise à jour de tout votre système. Vous n'avez pas à aller choisir la mise à jour de tel programme, comme dans l'App Store ou dans Windows. Vous êtes sollicité. Oui, c'est Cleaner a une mise à jour, votre Windows a une mise à jour. Est-ce que vous voulez accepter la mise à jour facultative ou non Voilà. Là, non, vous le faites en une seule fois. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc, oui, pour quelqu'un qui est un peu réticent, pour quelqu'un qui a envie de se simplifier la tâche, voilà, je vais le laisser tourner un petit peu, mais c'est quand même très facile au niveau des mises à jour. Donc, la sécurité, vous n'avez pas grand-chose à faire, puisque les mises à jour, de toute façon, les mises à jour logicielles, c'est de l'open source, donc la plupart du temps, ça a été vérifié par des centaines de développeurs. Les mises à jour noyaux, c'est de l'open source, ça a été vérifié par des centaines de développeurs et le comité. Les logiciels, les mises à jour de sécurité, effectivement, c'est de la même façon. Donc, vous n'avez pas beaucoup de risques, en fait, à faire les mises à jour automatiquement ou de les faire vous-même par ce système-là. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas d'Intel, ça ne vient pas d'un logiciel, on va dire, bêtement chinois ou américain, qui vont vouloir espionner ce que vous faites ou vous amener des failles de sécurité. C'est des mises à jour qui ont été vérifiées à travers le monde. Donc, celui qui va dire « Ah non, mais là, il y a une faille », et c'est arrivé sur une mise à jour qui avait été proposée, et les développeurs ont dit « Non, non, là, il y a un problème, il y a une faille de sécurité, on ne peut pas faire cette mise à jour. » Et ils l'ont retopé en disant « Non, cette mise à jour, on ne la fera pas. » Ou cette proposition, on ne va pas la garder. Alors, je reviens sur les avantages et inconvénients de ce système. C'est un système d'exploitation open source, donc gratuit, que vous pouvez distribuer, vous pouvez redistribuer autant que vous voulez, vous pouvez même le modifier si vous le voulez et le redistribuer à votre tour.
ça redonne vraiment une deuxième jeunesse. Et là, je demanderai le témoignage de Thierry par la suite. Il a installé pas mal je fais un peu plus vite pour qu'il puisse donner son témoignage. C'est très simple à utiliser et très stable. Tout est paramétré de base. Donc, une fois que c'est installé, vous n'avez pas besoin d'aller chercher forcément d'autres applications. Et l'installation d'autres applications se fait d'une façon très simple. C'est un système léger, entièrement personnalisable. Il est exactement, vous pouvez mettre les fonds d'écran que vous voulez, vous pouvez adapter la vue, hein. Vous pouvez même télécharger d'autres icônes si vous le souhaitez pour avoir d'autres apparences de dossier. J'ai vu des choses où sur certains tutos, et ça vous pourrez aller faire des recherches sur YouTube, il y a certains jeunes qui font des tutos comme ça sur Linux qui vous montrent 3 apparences, une Windows 11, une Windows 10, une macOS, une Linux, et en fait toutes ces apparences-là, c'est du Linux. C'est simplement qu'ils ont adapté la vue pour que ça corresponde aux besoins de la personne et à ce qu'il veut, lui, voir apparaître. C'est compatible avec toutes les applications en cloud. C'est-à-dire que si vous voulez continuer à utiliser Gmail, si vous voulez utiliser OneDrive, si vous voulez utiliser Microsoft Office, par exemple, rien ne vous en empêche de les utiliser en cloud. Vous ne pouvez pas les installer effectivement sur Linux, ça peut être un désagrément pour certains, mais rien ne vous empêche de vous connecter avec votre Firefox, avec votre navigateur, directement sur le cloud. Et vous avez des applications pour pouvoir vous connecter à votre compte Microsoft. Donc, pour ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser Microsoft Office, c'est gratuit. À partir du moment où vous avez un compte Microsoft, c'est gratuit à partir du moment où vous l'utilisez sur le cloud. Voilà, donc toutes ces applications-là sont complètement compatibles. Et vous pouvez trouver tout style d'application. S'il y a une application qui existe en application maître, en général, vous la trouvez en open source. C'est très, très rare, à part quelques applications très spécifiques. Vous ne la trouverez pas forcément d'une façon plus aisée sur Adobe, pour ceux qui ont l'habitude d'Adobe ou Illustrator, mais vous la trouverez d'autre façon en open source avec GIMP, avec Inkscape, avec d'autres applications comme ça. Les inconvénients, effectivement, c'est que certaines applications ne peuvent pas être installées. Là, je parle principalement de Microsoft Office ou d'autres, où c'est un peu plus dur, suivant les paramétrages à avoir. Et là, je lutte dernièrement avec une imprimante qu'on n'arrive pas à configurer, des anciennes imprimantes et un ancien système qui ne reconnaît pas l'imprimante, où là, vous êtes parfois, c'est nécessaire de passer ce qu'on appelle par les lignes de code. Alors, les lignes de code, je vous les montrerai après. Voilà, c'est ici, c'est le terminal de code. Il suffit de cliquer là-dessus et puis vous pouvez faire, vous allez avoir un ensemble de données. Voilà. Et là, vous rentrez une ligne de code. Voilà. Par exemple, pour les mises à jour, c'est simple, je crois, c'est sudo get update apt pour les applications. Et vous pouvez faire toutes les mises à jour en une seule ligne de code. Voilà, exactement. Mais c'est les seules difficultés, moi, que j'ai trouvées, mais c'est très, très rare maintenant sur les dernières versions de Linux. Le paramétrage pour certaines imprimantes, où là, on a encore parfois du mal, alors pas pour imprimer, mais pour scanner. C'est plutôt la numérisation qui est un peu difficile par rapport à l'impression. Vous ne trouvez pas forcément les applications maîtres compatibles, tout ce qui est Adobe, tout ce qui est Microsoft Office. Voilà, ces applications-là, on ne les trouve pas sur Linux. Ou alors en ligne. Si tout ce qui est jeu en ligne, vous pouvez le faire aussi avec Stream, avec d'autres ou Steam. Vous avez d'autres applications. Et il faut se déshabituer des systèmes courants. Et je crois que c'est ça le plus dur. Il ne faut pas avoir peur de pouvoir l'utiliser. Mais il faut surtout se désintoxiquer des systèmes qu'on connaît depuis des années et qu'on utilise depuis des années. Et ça, je crois que c'est le plus dur et c'est ce qui fait le plus peur pour passer à un système Linux. Tous ceux, par contre, qui sont passés à un système Linux, c'est très rare qu'ils reviennent à d'autres systèmes après. J'ai connu des personnes qui râlaient parce que ils avaient tenté d'installer Windows 10. Ils se sont dit, Windows, c'est peut-être un peu plus facile dernièrement. Et en fait, ils sont revenus au système Linux voilà, parce que ce n'était pas compatible avec leur philosophie ou avec leur façon d'utiliser l'ordinateur. Je vous ai mis les forums d'aide. Si vous avez une demande spécifique, si vous avez un doute, si vous avez une demande un peu spécifique
sur Linux Mint, sur Ubuntu. Je vous ai mis les principaux, hein, parce que c'est principalement ceux-là qu'on met, qu'on utilise. Je vous ai mis toutes les distributions qu'on a vues. Alors, je ne vous ai pas fait voir la pop encore, et je ne vous ai pas fait voir certaines distributions parce que le temps, hein, on a bien vu que c'était quand même bien complet. Le dico du geek, donc toutes les définitions, hein, sur le logiciel libre, les systèmes d'exploitation, l'open source, pour refaire un petit topo sur l'open source. Et puis, tester sur des anciens ordinateurs. Si vous avez des anciens ordinateurs sous la main, n'hésitez pas à tester. Vous allez voir que c'est très simple. Une fois que vous êtes rentré dans le BIOS, une fois que vous l'avez fait une fois, allez, 2 fois au pire, vous allez voir qu'après, on s'habitue très facilement. C'est sûr qu'il va y avoir, mais c'est comme le vélo, hein. La première fois, on tombe. La deuxième fois, on est avec les roulettes, on va tomber, mais on va se relever et puis on va continuer. Et après, vous allez voir que c'est très simple. N'hésitez pas à les tester, hein, sur des vieux PC. Et puis, une fois que vous serez habitué, vous allez voir que les PC neufs, hein, coûtent beaucoup moins cher s'ils n'ont pas de système d'exploitation. Vous pouvez les payer 200 € moins cher, hein, facile. Si vous pouvez, comme ça, vous payez des bêtes de course, enfin des ordinateurs vraiment très efficaces, et vous pouvez mettre ces systèmes qui sont gratuits, hein. Donc, il suffit d'aller chez un ami ou d'avoir fait votre système sur votre vieil ordinateur avant d'en changer, et vous l'installez sur le nouveau. Voilà, alors principalement ou en tout cas proposer de passer à tous ceux que vous connaissez, qu'on a encore des systèmes Windows 8, Windows 7, passez vraiment sous Linux. S'ils ne peuvent pas passer sur Windows 10 et que vous n'avez pas les moyens, ou ils ne veulent pas investir dans un nouvel ordinateur, ils veulent garder leur ordinateur, essayez quand même de les mettre sous Linux. Ça va vraiment leur simplifier l'utilisation. Il n'y a rien de plus simple, hein. Tout est configuré. Passez le pas, hein, pour se décider ce que vous voulez faire de vos données aussi et de vos ordinateurs. Sachez que comme c'est de l'open source, vous faites exactement ce que vous voulez de vos données. Tous les logiciels open source, c'est je ne partage aucune donnée sauf si je le souhaite. Si vous installez du Google Chrome sur votre ordinateur, c'est vous que ça regarde. Mais sachez que Google Chrome, comme Facebook, comme toutes ces applications-là, hein, tous les réseaux sociaux, partagent et récupèrent énormément de données. Si vous avez une réticence là-dessus, voilà, n'hésitez pas. Tout dépend ce que vous voulez. Et toutes ces distributions, hein, et aides sont apportées par une communauté. Donc, n'hésitez pas à faire le pas, d'aider aussi la communauté. Vous avez parfois des aides, hein, possibles. Je vous ai mis une petite vidéo qui peuvent vous montrer un peu la force de Linux par rapport à d'autres. Je vous fais voir juste la première, hein, parce que c'est la plus sympa. C'est la seule qui est avec les petits pingouins, d'ailleurs. C'est simplement pour vous montrer la force de la communauté par rapport à des applications maîtres. Voilà. C'est que ça peut être très fort. Voilà, bon, là, ça va se finir, hein, au niveau des applications. Une fois que l'application, les téléchargements, enfin, la mise à jour va se faire, ça va se finir tout seul. Et après, vous verrez que soit il vous proposera de redémarrer votre système parce que vous avez une mise à jour majeure, soit vous irez comme ça, il n'y aura aucune incidence sur ce que vous faites. Voilà. Et vous avez aussi parfois des notifications, voilà, des petits relevés d'informations, hein, comme on dit, des relevés du système qui demandent une petite vérification. Donc, ils vérifient le système et ils vous disent effectivement ce qu'il entend ou pas, enfin s'il y a un petit souci ou pas. Ça, vous l'avez dans un petit onglet qui s'affiche toujours ici en bas, hein. Vous avez votre imprimante, le son, voilà. Vous avez pas mal de paramétrage possible. Voilà, un peu Linux. Je pense que j'étais trop complet même. Vous pourrez la revoir tranquillement, hein, ce replay, parce que je pense qu'il va revoir beaucoup de choses. Donc, ce que je vais faire, on va arrêter l'enregistrement, on va passer aux questions-réponses, comme ça, parce que le temps quand même est bien passé. Donc,
Si tu peux arrêter l'enregistrement, merci, au revoir et à très bientôt.